Alors, bonjour tout le monde. Je pensais pas qu'on en arriverait là d'entrée de jeu, genre si vite. Genre si vite, mais en même temps, est-ce que je suis étonné? Non. On va faire un petit react aujourd'hui, première fois que je fais un react et tout, mais ça me semble important de le faire. Parce que ça touche à un univers que je surkiffe de fou et que je ne peux pas me permettre de laisser passer. Vous reconnaissez, je pense, la musique derrière, hein, pour ceux qui ont eu des traumas apparemment. On va parler du trauma et du drama, hein, en ce moment, qui arrive sur Dawn of War 4. Le jeu, c'est-à-dire qu'on vient de nous le présenter à la Gamescom, machin et tout. La plupart des gens comme moi, hein, bien évidemment, ont transformé leur slip en terrain inondé, hein, on va pas se mentir, tellement je me suis joué dessus. Bref. Et je viens de m'enfiler le micro dans la bouche. On a un léger problème qui vient d'arriver, c'est que Reddit, territoire du démon, littéralement même les dieux du chaos ne veulent pas aller là-bas, Reddit a commencé à se transformer en ce que Reddit est, hein. Il est rentré dans sa final form pour ce débat-là de oh c'est de la merde, ça ressemble à Dawn of War 3. Il y a énormément d'infos à prendre en compte. Et moi je suis pas d'accord avec ce qui est dit sur Dawn of War 4. Donc, pour cela, et pour bien présenter le sujet et bien expliquer la chose, on va faire une react à une vidéo de Brush Club. Donc attendez, j'enlève la petite musique de Dawn of War 3, bien évidemment, hein, pour ceux qui ont reconnu. On va aller sur la vidéo de Brush Club. Regardez, je suis désolé, le mec a l'air d'être fatigué dans la vidéo de fou. Genre de base. L'arrêt sur image est incroyable. Je suis désolé, mais Brush Club, je comprends la sensation. Hein, ça a l'air d'être d'un niveau de mongolisme, le débat. Je suis d'accord avec ça. 2 petites secondes, j'ai vu qu'il y avait de la lumière derrière qui pétait les yeux. Voilà, hein. N'ayez crainte, ceci est fait par un professionnel, tout est prévu. Alors, on va écouter justement la vidéo. Moi, je l'ai écoutée en entière et je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, putain, les gens sont... Est-ce que les gens sont malheureux à ce point pour qu'on leur présente un jeu et qu'ils soient en mode oh, au secours, le jeu, au secours. Voilà. Est-ce que les gens ont atteint un tel niveau de malheur devant une pré-alpha, voire une alpha slash pré-alpha, hein, littéralement, et sont en train de se dire oh mon dieu, c'est la fin du monde, ils détruisent Warhammer, machin, etc. Donc, on va écouter un peu tout ce qu'il y a à dire. Et moi, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à exprimer sur cette vidéo. Et sincèrement, déjà, avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo de Brush Club sans mon commentaire qui va être dessus, qui va être très putassier sur pas mal d'aspects, allez voir la vidéo de Brush Club. Sincèrement, allez-y. C'est important, je pense, de le faire d'abord pour comprendre déjà le contexte dans lequel on est. Et le son de Dawn of War 3 est toujours là? C'est bon, je l'ai enlevé. Donc allez-y, comprenez ce qui se passe, comprenez déjà le point de vue de Brush Club avant de venir chercher le mien. Alors, je vais donner une info. C'est comme ça qu'on fait une recherche avec plusieurs avis. Tu vas d'abord chercher l'avis mère, c'est-à-dire l'avis qui est né en premier. Donc là, la vidéo de Brush Club, parce que c'est sa vidéo qu'on va react. Et ensuite, tu écoutes les avis qui ont découlé de cela. Comme ça, tu peux retracer la généalogie du truc et mieux le comprendre. C'est comme ça qu'on fait une recherche, qu'on étudie un problème. Ce que les gens apparemment n'ont pas compris quand ils parlent de Dawn of War 4. Bref, allons-y. Ouh, ça commence assez fort, hein. L'annonce de Dawn of War 4 vient d'arriver, les trailers ont explosé à la Gamescom, beaucoup de gens étaient hypés, et comme d'habitude, Reddit et les commentaires X, YouTube, etc. s'en sont mêlés. Évidemment, beaucoup d'entre vous ont kiffé ces nouveautés, et surtout cette annonce du nouveau jeu, et beaucoup ont déjà chié sur le jeu. C'est en train de s'enflammer sur Reddit, sur X ou Twitter, hein. Sur tout, mais même les commentaires YouTube, il y a plein de gens qui commencent à s'enflammer en disant que le jeu est mauvais, qu'il a l'air d'être nul comme Dawn of War 3. Il y a réellement un trauma avec Dawn of War 3 et on expliquera dans une vidéo dédiée à Dawn of War 3 l'explication de pourquoi les gens sont traumatisés. Mais juste pour résumer, vraiment simplement, et on va voir tout ce qui est reproché à Dawn of War 4 déjà. Vraiment, on a un niveau de drama alors que très sincèrement, ça n'a pas de raison d'être. Je trouve que les... Alors, je vais donner une info déjà pour commencer. Les gens qui n'ont pas aimé Dawn of War 3, je comprends. J'ai joué Dawn of War 3, j'y ai beaucoup joué. Hein. Dawn of War 3, je lui ai mis combien? Je lui ai mis 75 heures. Ouais, j'ai un peu joué. J'ai un peu joué. Un petit peu. Je lui ai mis 75 heures, donc déjà pour commencer, voilà. Dawn of War 3 n'est pas un mauvais jeu.
Voilà, déjà, pour moi, c'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui a certes des défauts, mais c'est pas un mauvais jeu. C'est pas un jeu qui a trop... Sincèrement, les gens qui sont en mode « Oh, j'ai été traumatisé de Dawn of War 3 », ça se voit que votre vie, vous avez vraiment pas eu de problème, hein, putain. La vache. Surtout que Dawn of War 3 avait des avantages plutôt sympathiques, hein. On va en reparler. Les gens sont beaucoup trop négatifs pour un jeu qu'on attend depuis très longtemps. Mais On oui, a même tellement, pas le jeu entre les tellement. mains. Moi, j'ai pu tester une partie en escarmouche, comme vous le savez. Je fais pas... D'ailleurs, t'as pu tester le jeu, GG mec, hein. GG. Immense GG, hein. GG à toi d'avoir été contacté pour pouvoir jouer au jeu, hein. GG. Montrer les gameplays simplement parce qu'on a interdiction, on est sous contrat, donc on ne peut pas record l'écran, on ne peut pas l'enregistrer. Mais par contre, et bien beaucoup de gens pensaient que je mentais sur le fait que c'était une OP payée, etc. Et sur le fait que directement je mettais les développeurs dans ma poche en disant du positif du jeu. Mais... Alors, on va dire un truc aussi. Rien que quand tu vois la tête de début, hein, la tête incroyable de début de cet homme. Je vais dire un truc, c'est que Brush Club, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert il y a très peu de temps. Vraiment, il y a très peu de temps, je ne connaissais pas Brush Club. Et ce mec transpire à 12 000 km de sincérité. Voilà, qu'on soit clair. Ça a l'air d'être le gars qui est en mode je veux juste me faire kiffer avec l'univers que je kiffe à fond. Donc là, en l'occurrence, Warhammer. Chose compréhensible. Le mec transpire l'honnêteté de fou. Ça s'entend dans sa voix. Ça s'entend que quand le mec il a un texte, ça se sent que tu sais, là dans la vidéo il a un texte pour exprimer justement les choses et les trucs qui, voilà, sans doute. Hein. Peut-être que je dis de la merde. Hein. Peut-être que t'as pas du tout de texte devant les yeux, Brush, c'est possible aussi. Mais le truc c'est que là on a un mec devant nous qui est en mode ouais. Parce que ça, j'ai vu ça dans le jeu. Ça. T'entends dans sa voix que le mec il est hypé. T'entends qu'il a du mal à contenir son énorme pinceau. Tu vois, c'est compliqué. Ça se sent, ça s'entend. Le mec est dans une vraie joie. Ça s'entend, ça se sent, ça se voit à l'écran. Même s'il n'est pas aussi en mode wouh comme moi je le suis la plupart du temps. Mais ça s'entend dans sa voix que le gars il est dans un état de pur plaisir. C'est pas comme les mecs qui sont en mode genre oh tiens je veux faire une OPSP pour tel truc, faut que je dise ça et ça. Je veux dire quand t'entends les OPSP Red Shadow Legends t'es en mode bon à l'aide hein. Enfin bref. Du coup voilà c'est pour ça. Je pense que c'est quelqu'un qui transpire l'honnêteté. Moi quand je l'entends je suis en mode yes je te crois. Je te crois pas parce que je donne une confiance au gars parce que titre d'influenceur machin. Non. Sa voix me dit, sa voix me fait comprendre que c'est quelqu'un envers qui je sais qu'il va avoir une honnêteté sur le sujet qu'il tente d'aborder. Voilà, c'est comme ça que je le ressens moi. Et non les gars, vraiment le jeu est excellent. Donc laissez-le tranquille de ce côté-là. Super. Pour moi c'est un mec qui est ultra honnête. Justement tout ce qui est reproché, je vais pouvoir débunk absolument tout vu que j'ai joué au jeu. Vous n'avez pas joué. Et je vise pas les gens directement qui... Oui, ça aussi, ça me fume. Les mecs se plaignent du jeu, ils y ont pas joué. C'est comme si moi, alors que j'ai pas joué au jeu, je dis en mode « Ouais, le jeu est mauvais, tu te rends compte, il y a ça dans le gameplay. » T'as vu des vidéos d'alpha. T'as même pas eu le gameplay entre les mains. T'as même pas... Bien évidemment que les vidéos d'alpha ne font pas forcément envie. Ce sont des vidéos qui sont scriptées jusqu'à la moelle par des développeurs qui veulent montrer ce qu'ils sont en train de créer. Évidemment que c'est pas le jeu. Évidemment. Faut être un demeuré pour pas avoir compris ça. Faut être un demeuré complet pour pas avoir compris que évidemment que la vidéo que tu vois de là ce qu'on est en train de voir, c'est du working progress et qu'ils ont mis en place des combats pour montrer un petit peu certaines choses, tout en essayant de ne pas tout montrer. C'est scripté, évidemment. Et si c'est pas scripté, ils ne font en sorte que de montrer le minimum syndical du non scripté qu'ils peuvent proposer. Évidemment. Ont évidemment été positifs, mais là je visais surtout les gens qui ont littéralement chié sur le jeu alors qu'il n'est pas encore là. Pour tous ceux qui ont justement un bon avis sur ce jeu et qui sont hypés, qui restent neutres ou positifs, restez parce qu'il y a quand même des informations autour de ce jeu, je vais vraiment pouvoir répondre grâce au drama. On va essayer de tourner ça de manière positive comme j'aime le faire, vous savez que j'aime beaucoup tourner les trucs négatifs en positif, c'est grâce à ça que j'ai ma carrière sur YouTube et c'est ce que je vous encourage à faire dans la vie de tous les jours, utiliser le négatif pour créer quelque chose de stylé et de puissant. Ça crée de la résilience et c'est quand même très stylé. Et surtout, ça permet d'avancer et de pas rester comme les paresseux qui devraient peut-être toucher de l'herbe de temps en temps. Alors, boss ta mère, dégage, hein, on s'en fout des pubs, hein, bien évidemment, les pubs de l'enfer, boss Monsby. Parce que j'ai pas d'adblocker, donc super, hein, voilà, on va juste couper le truc. My bad hein, pour ça, hein, c'est pas... C'est chiant, mais c'est comme ça.
Donc ouais, allez toucher de l'herbe les gens. Cette image de Zootopie, elle est parfaite. Elle est parfaite. Voyons voir tout ça en détail, accrochez-vous et surtout, réglez-moi ce problème des 50% de la chaîne, 50% d'entre vous qui regardez cette chaîne. Pour le coup, je me suis abonné. Je vous laisse rectifier ça en route pour les 50 000, on est parti. Ah, un React de qualité ça. Quel enfer. N'oubliez pas d'ailleurs de prendre votre meilleur relais énergie Attends, je pour me la permets vidéo, de... pour purger de l'hérétique et du Oh non, xéno c'est pour bon. l'empereur, C'est pas très long, évidemment, ça et va. ça soutient la chaîne énormément. Du coup, de la part de toute mon équipe, Désolé, je suis au vous pépé remercie. aujourd'hui. Tous ceux qui passent par nos liens, ça nous soutient énormément. Merci à vous. My Bon, bad. déjà pour commencer, Reddit est de loin l'un des endroits les plus cancers pour les reviews et les gens qui Oh très que oui. sincèrement n'ont pas de vie sociale. J'ai Oh, putain, ouais. rarement vu ça. Et là, ça devient abusé avec Dawn of War. Le jeu est, comme je l'ai dit, à peine sorti. Et Je suis content de pas avoir ça d'ailleurs. comment, vous allez voir. J'ai c'est pas Reddit, abusé. moi, j'utilise pas ça. Très important. Énormément de gens vont Je me vis justement tellement bien. porter des rumeurs sur le jeu, comme quoi il serait de telle ou telle manière, alors que je le répète, ils n'ont pas joué. J'ai joué au jeu. Mais oui, Je tellement. rappelle, on est à peu près une centaine à avoir testé le jeu. Et le problème, c'est que des gens qui ne l'ont pas testé vont donner leur avis. Je suis désolé, vous n'avez aucune capacité factuelle de donner votre avis là-dessus, car vous ne savez pas. Et quand on ne sait pas, on apprend à la fermer. Normalement, c'est les parents qui nous apprennent ça durant l'éducation. Mais je sais que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Alors, je vais donner un argument dans ce sens-là. Pour nous, à la maison, mon père, il avait une phrase qui était très simple. Oh putain, la vache, le Dr Pepper qui essaye de me cancel. Oh là, pardon, mes excuses. Oh putain, le React dégueulasse, au secours. Donc, ouais, mon père avait une phrase à la maison, c'est en mode: mon fils, tu ne sais pas? Non. Bah, tais-toi. Point. Simple, direct. Tu ne sais pas, tu te tais et tu écoutes. Comme ça, tu apprends. Et quand tu as appris, tu peux te permettre de parler d'un sujet. Mais si tu ne sais pas, tu te tais. Ou alors, tu poses des questions. Mais tu ne fais pas d'affirmation tant que tu ne sais pas. La réponse, elle est ultra importante là pour le coup. Là, vraiment, enfin, c'est ultra important là. C'est en mode, on est sur une culture en ce moment où t'as les gens, ils sont en mode ah mais moi je sais parce que j'ai joué à 3 jeux vidéo et demi. Mec, tu sais ce que c'est que développer un jeu? Non. Bah ta gueule. Point. Tu fermes ta gueule. C'est aussi simple que ça. Surtout sur Internet. Et bordel que c'est important de le rappeler. Mais vraiment, là, je comprends pas certaines personnes qui vont... Vous allez voir, ils pètent un câble, les gars. Et honnêtement, c'est un peu marrant. Prenez vos popcorn. Bon, la bande-annonce de Dawn of War 4 est sortie et beaucoup la critiquent à outrance. C'est pour ça que les nouveaux jeux Warhammer meurent si souvent et qu'aucune entreprise ne veut s'y essayer, à part les développeurs de jeux mobiles médiocres. Et ça, c'est hyper important. Beaucoup de jeux que vous voyez actuellement sont des jeux Warhammer liés justement aux jeux téléphone. Et la raison est hyper simple. C'est des jeux qui sont très facilement monétisables, souvent gratuits, mais avec beaucoup de gens qui vont mettre de l'argent de temps en temps par mois avec des passes de combat et même des skins, etc. ou même des achats pour aller plus vite. Clash of Clans est un exemple parfait qui n'a rien à voir avec Warhammer, mais c'est assez commun de mettre un petit peu d'argent pour avancer plus rapidement. Oui, c'est ça, c'est le problème. En tant que joueur, psychologiquement, de mettre un petit peu d'argent, là ça nous fait avancer plus rapidement. Ça paraît moins outrant, on va dire, que de mettre de l'argent pour un skin pour beaucoup de ces jours-là. Donc très sincèrement, je fais partie. J'aime Clash of Clans, j'aime des jeux téléphone, dont Warhammer Tacticus, dont on parlera un petit peu après, car beaucoup l'ont comparé justement à Dawn of War 4, ce qui n'a pas de sens. Oui, alors Donc, les gens les gens qui ont comparé Dawn of War 4 à Tacticus, ils ont fumé quoi? Non, parce que très clairement, hein, que tu compares sur les graphismes ou autre chose, parce que c'est pratiquement que les graphismes sur lesquels tu peux comparer, hein, très clairement, parce que c'est pas le même monde, c'est pas le même jeu, c'est pas la même logique. Faudra qu'on parle aussi de qu'est-ce que c'est que développer et créer un jeu, parce que pour le coup, moi je sais ce que c'est. Pas en termes de jeux vidéo, mais je sais ce que c'est que de développer un univers de jeu complet. On en parlera à la fin de ça. On en parlera parce que c'est ultra important. Il y a 2-3 notions dans le truc où je serai beaucoup plus long sur ma manière d'expliquer les choses. jeu Warhammer sort, tout le monde le critique sans hésitation. Et c'est hyper relou, sérieux. Puis d'un coup il meurt sans jamais qu'on puisse lui donner une vraie chance. Et Mais oui, c'est tellement ça, c'est La tellement ça. bande-annonce est exactement ça. C'est juste une bande-annonce pour Dawn of War 4. Vous voyez le texte en haut qui dit que c'est encore un cours de développement. Mais oui! Et pourtant, vous donnez juste des conseils sur ce qu'il faut changer. C'est bien, mais arrêtez de critiquer ce qui est encore en développement comme ça. Simplement donnez des idées. Mais ne jugez pas directement les choses, ça n'aide absolument pas. Perso, je suis fan de Warhammer depuis presque toujours,
Et je comprends, Pareil. il y a des inquiétudes, mais bon sang, ne tuez pas le jeu avant même sa sortie. Mais tellement. Donnez votre avis et vos suggestions, mais ne vous contentez pas de le détester. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un petit témoignage sur Reddit que j'ai justement partagé, et je suis totalement d'accord, c'est aussi ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, quand je répondais aux commentaires, la plupart des gens disent juste n'importe quoi en pensant savoir des choses. Mais l'ignorance de la plupart des gens, les gens les plus stupides au monde, pensent tout savoir. C'est très souvent ça. Les gens les plus intelligents pensent ne rien savoir. Et c'est vraiment ça qui est mis en avant en ce moment sur Internet. Les gens... Je vais donner une phrase qui est très connue. Oh putain, je suis désolé pour l'arrêt sur image. My bad, bro. Non, mais au-delà de ça, la phrase la plus connue et qui vient du Seigneur des Anneaux, c'est je me sens fatigué, je suis. Non, ça c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est je me sens fatigué, je suis comme du beurre qu'on a étiré sur une tartine trop longue, ça c'est le Seigneur des Anneaux. Non, l'autre phrase, alors je sais plus qui l'avait sortie, je sais plus d'où elle vient, mais c'est l'intelligence, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Le problème, c'est que cette phrase, elle ne peut être comprise que par les gens qui ne font pas ça. C'est ça le problème. Donc bon. Mais non, c'est basiquement, oui. Moins tu sais, plus tu as envie de parler pour faire croire que tu sais. Parce que ça te fait te sentir important, en fait, et puissant. Sauf qu'en fait, tu passes juste pour un con. Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, ou là, ce serait plutôt mâche 5 fois ton clavier avant d'écrire sur Internet. Les gens les plus stupides commentent constamment des trucs négatifs pour aucune raison. Simplement Mais oui, parce que tellement. souvent... Ah, ils se font chier. Ah oui, oui. C'est ça aussi. C'est des gens qui n'ont pas de vie. Et j'ai vraiment pas envie, sérieusement, que le jeu meure à la sortie parce que plein de gens vont dire qu'il faut pas l'acheter. Ce serait vraiment de la mauvaise pub alors que le studio Complètement. est réputé pour avoir bien fait un excellent jeu qui s'appelle King Harvest, que j'avais appelé Iron Harvest. Non, c'est Iron Harvest du coup, que j'avais appelé King Harvest. D'ailleurs, petit passage, Iron Harvest, je l'ai. Et quand j'ai appris, quand j'avais vu sa toute première vidéo, il disait King Harvest, je suis en mode ah tiens, je ne connais pas ce jeu, ça ressemble à Iron Harvest dans la description, mais c'était bel et bien Iron Harvest. Iron Harvest, je lui ai pété 51 heures dans la gueule. Alors certes, on va me dire oh c'est pas beaucoup 51 heures. Je me suis tapé toutes les campagnes, j'ai fait de la comment ça s'appelle, de l'escarmouche, j'ai fait des trucs comme ça. Le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien. C'est un vrai putain de bon jeu. D'ailleurs, ça m'a donné envie de le rejouer. Mais au-delà de ça, c'est un très bon jeu, sans prétention, qui est arrivé, qui a dit eh, et si on mettait des putains de mechas diesel punk, pseudo diesel punk, parce qu'ils utilisent une énergie un peu étrange, mais c'est ça l'idée, en diesel punk, dans la guerre, de guerre mondiale, quoi, en mode guerre mondiale. Let's go! Et c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, les missions sont trop cool, il y avait vraiment une grosse sensation un peu raid alert, notamment quand j'y jouais, c'était vraiment très très cool. Et quel bonheur, quel immense bonheur Iron Harvest. Donc rien que ça pour moi, c'est un gage de qualité sur le jeu qui va arriver. Parce que justement, à quoi on sait qu'un jeu est de qualité? Bah c'est son prédécesseur. Si son prédécesseur est bon, alors tu auras envie d'acheter le suivant. Ça veut pas dire que le suivant sera bon, mais ça veut dire que les gens qui vont faire le suivant sont censés être au courant de ce qu'ils font. D'ailleurs, pour ça que je déteste de Baldur's Gate 3, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, je pense que j'aurais jamais fini avec ma haine de Baldur's Gate 3. Qui est un excellent jeu. Je vous invite vraiment à tester le jeu Iron Harvest. Ouais, il est excellent. On va dire un mélange de guerre mondiale en Pologne de mémoire et avec un look un petit peu style mecha Warhammer 40 000 Dreadnought. Je vous en dis pas plus, je vous montre quelques C'est un peu images ça, à ouais. Et l'écran franchement, que le vous jeu est allez vraiment pouvoir top. voir. Et il en vaut la peine, c'est un très bon RTS qui a été très très bien reçu et les développeurs ont fait un excellent travail. Ouais. Et c'est des réels passionnés. Beaucoup de gens ont dit dans ma dernière vidéo aussi, dans les commentaires, que c'était pas forcément des réels passionnés, les développeurs, parce qu'ils n'avaient pas fait les choses correctement. Mais les gars, vous n'avez pas eu les speeches que nous on a eu, qu'on ne peut pas vous montrer légalement. La seule raison pour laquelle je ne vous les montre pas, c'est que si je le fais, j'aurai un procès au cul. Et ça, vous ne le comprenez pas. Beaucoup de gens vont dire qu'il faut prouver les choses, etc. Mais parfois, on ne peut pas. Alors, je vais donner un exemple. Putain, j'ai des arrêts sur image terrifiants, je suis désolé. Un contrat n'est pas quelque chose que tu montres. Aux yeux de la loi, un contrat est une notion de secret. Dans un certain sens. Tu as des contrats qui sont moins secrets que d'autres, très clairement. Mais normalement, un contrat est une notion de secret. C'est un contrat, c'est un mot d'une personne à une autre qui ne contient que ces deux personnes et qui n'est pas censé aller plus loin que ces deux personnes-là.
À la base, les contrats, c'était fait ce qu'on appelle des contrats à la main. C'était des contrats à la parole. C'était à une époque où le fait de dire je vais faire quelque chose était important, hein, pas comme aujourd'hui. Tu, 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 tu faisais une poignée de main avec un gars, et la poignée de main disait ok, là-dessus, on va faire ça, et il n'y a que nous qui sommes au courant, et on va le faire ensemble. Ou alors, on accorde ensemble qu'on ait le droit d'en parler. Mais il y a une notion de mise en place d'accord. Et là, si l'accord c'est en mode, vous dites rien, faut qu'on soit sûr que vous testez le jeu, on vous laisse l'autorisation. Déjà, on a laissé l'autorisation aux gens de jouer au jeu en avance. Moi, j'ai connu une époque. Moi, j'ai connu une époque quand j'étais plus jeune. Ah, bien évidemment. Non, j'ai connu une époque quand j'étais beaucoup plus jeune où, quand un jeu sortait, personne avait ne serait-ce que connu l'existence du jeu. Personne ne pouvait tester un jeu en avance. Le bêta testing, ça n'existait même pas. Ça n'existait pas. Ou alors les bêta-testeurs, c'était un métier. Et c'était des gens qui avaient une connaissance du truc. C'était des développeurs qui étaient transformés en bêta-testeurs. Donc c'était ça l'idée. Bon, peut-être pas tous, mais l'idée est là. Et c'est ça qui, moi, me fume. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à des gens qui sont plus proches du commun des mortels que du commun des développeurs. Donc du commun des acheteurs plutôt que du commun des développeurs, et qui sont une sorte de passerelle entre les deux et qui disent ok, j'ai pu tester le jeu, j'ai discuté avec les développeurs qui m'ont expliqué des trucs, et moi je peux vous expliquer ce qu'ils m'ont donné à vous. Ce sont des passerelles entre les deux mondes, et les mecs sont en mode oh lol, c'est trop mal, machin et tout. Enfin, il y a tellement de conneries qui sont dites à la seconde, c'est terrifiant. Pourquoi ? Parce que quand il y a des développements, etc., c'est des choses qui valent des centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions, pour créer un jeu. Et il y a donc beaucoup de côté juridique Bah oui. que, eh bien, nous, en tant que joueurs, on ne connaît pas. J'ai la chance de connaître justement des développeurs maintenant de plus en plus, de connaître des gens dans ce milieu et de bosser avec des boîtes qui font ça. Et je sais que beaucoup de gens me jalousent par rapport à ça. Et c'est bête, très sincèrement, je vous conseille plutôt de vous inspirer de ce que j'ai fait. Mais si oui. j'ai réussi à vivre de YouTube, vous pouvez aussi le faire, tenter. Mais peut-être ce que vous mec ferez est la partie de preuve l'équipe. qu'on peut sortir Mais c'est sur un vraiment univers hyper très impressionnant à précis quel point et les s'en gens vont sortir. plutôt avoir tendance à vouloir se plaindre plutôt C'est à qu'à célébrer, essayer. pas à Et je détester. tiens vraiment à garder ce côté positif autour de cette chaîne. C'est une petite parenthèse très importante, mais autour de la psychologie humaine, qui me montre que littéralement, si vous êtes capable de faire quelque chose de positif et que vous parlez positivement, vous deviendrez quelque chose de positif. Et je le maintiens. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé. Je suis un ancien addict, j'ai eu beaucoup de soucis de santé dans ma vie, et de rester quelqu'un de positif malgré tout ce qui peut m'arriver, ça m'aide énormément. C'est parfois pas toujours facile, mais c'est des jeux comme Warhammer aussi qui me permettent de le faire. Parce que littéralement, tout devient plus beau si on compare à Warhammer. Mais rappel, la plupart des gens en ligne ne font même pas la moitié des choses que vous faites dans la vie, et pourtant ils vous jugeront. Mais très clairement, très clairement. Et sincèrement, je pense que un mec pareil, qui a, au-delà des problèmes ou quoi que ce soit, mais ça s'entend dans sa voix que le mec, il a envie qu'il y ait de la joie qui soit transmise, qu'il y ait des infos cool qui soient transmises. Que le mec kiffe et vit l'univers 40K, ça se sent, ça s'entend. Le mec, il a un amour du jeu qui a l'air d'être surdimensionné comparé à ce que la plupart des gens pourraient avoir, et c'est une bonne chose. Et il a un truc à l'intérieur qui est très intelligent, et c'est important de le comprendre. Les gens, on ne récolte que ce que l'on sème. Putain, je vais devenir Père Castor, c'est terrible. On ne récolte que ce qu'on sème, les gens. Si vous semez de la merde, vous récolterez que de la merde. C'est un fait. Et croyez-moi, je parle d'expérience. Je suis au courant de comment ça se passe de ce côté-là. J'ai conscience que faire de la merde, ça amène de la merde. Non, mais au-delà de ça, faites en sorte... Il y a deux phrases que vous devez comprendre. Ultra importantes. Bon, 3 avec le tourne cette fois dans ta langue dans ta bouche, ou mange 5 fois ton clavier avant d'écrire sur internet. La première, c'est tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Déjà, ça c'est indéniable. Tu sèmes de la merde, tu récoltes de la merde. Et la deuxième chose, tu ne fais aux autres que ce que tu acceptes que l'on te fasse à toi. À partir de ce moment-là, je peux vous assurer que votre vie, elle va changer. Parce que, à partir du moment où tu acceptes que toi, t'es un connard, et que t'as le droit d'être un connard avec tout le monde, tu vas te faire traiter comme un connard. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est très simple. C'est hyper simple. Quelque chose d'autre qui était reproché au jeu, c'est son côté un petit peu trop de jour, trop lumineux, alors que, je trouve pas, il a un look assez sombre. Certes, les orques Ça, on va en parler ont un côté longuement. lumineux, mais l'esthétique reste quand même assez grimdark. On n'est pas au niveau de Dark Heresy ou des jeux comme Darktide, je ne dis pas, je suis totalement d'accord.
Par contre, il a un feeling qui est quand même bien plus sombre que par exemple StarCraft. Et beaucoup de gens l'ont comparé à StarCraft comme on va pouvoir voir. Je vous mets quelques petites images à l'écran, juste des screens, comme ça vous avez vraiment des images et pas de la vidéo. Le feeling, je suis désolé, pour moi il est plus sombre que par exemple le premier Dawn of War. C'est pas pareil, il est bien plus sombre. Bon. Alors, bon, pendant que je passe la pub, voilà. On va en parler un petit peu de cet état d'esprit. Ouais, mais c'est pas grimdark, enough, machin, etc. Déjà, je vais dire un truc qui, moi, m'a frustré de fou. Le grimdark, et ça, il faut bien l'entendre, il faut bien le comprendre. Le grimdark, c'est un état d'esprit. C'est comme le steampunk, c'est un état d'esprit. Je remets le son. Voilà. On va prendre cette image-là parce que c'est l'image qui considère le plus l'explication. Voilà, on va parler longuement de ça, vraiment. Hein. Installez-vous, prenez un truc à boire, faites-vous bien, mettez-vous bien. Là, on va discuter plus longuement du concept. On va parler du grimdark et on va parler de 40K. Un truc que, aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. En tout cas, à mon sens, quand j'entends les gens parler de l'univers de grimdark et oh oui, le grimdark, c'est un endroit sombre et terrifiant. Non, pas du tout. Grimdark, dans la définition de base de ce que c'est que le grimdark, c'est un univers, grimdark, dans lequel l'espoir, principalement, hein, surtout l'espoir, mais pas que lui, l'espoir, la joie, l'amour, le respect, ont été... Le respect au sens, pas respect de la hiérarchie, c'est respect en sens, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu vas pas lui claquer la gueule, alors que dans 40K, c'est pas la même chose. Dans 40K, le respect, il a été transformé par la peur. Ou la foi. Ces quatre émotions-là, ces trois émotions-là et ce concept, parce que le respect est un concept, ont été détruites. C'est un endroit dans lequel il n'y a pas d'espoir. Ta vie, c'est de la merde, quoi qu'il arrive. Et la seule manière que tu as de t'extirper dans un monde grimdark de la merde, de la destruction totale de toutes ces émotions dans lesquelles tu es, c'est soit via la peur, soit via la violence, soit via la mort. Il n'y a que 3 possibilités. C'est pas pour rien que dans l'éternel futur, dans le futur du 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Parce que c'est le seul moyen de s'extirper du grimdark. C'est le seul moyen vraiment efficace de se sentir en vie. Parce que tu influes sur les autres de manière à leur faire soit peur, soit à les tuer, donc la mort. C'est ultra important de comprendre ça. Le grimdark, c'est pas une couleur de terrain, c'est pas une couleur d'ambiance. Je vais donner un exemple qui existe comme ça dans l'univers de 40K. Et pendant qu'on parle de ça, je vais remettre un petit peu la musique pour que ce soit un peu moins sec. Voilà, un peu moins sec l'explication quand même. Le grimdark, c'est pas une couleur de skin de quoi que ce soit. C'est un style de pensée. C'est une manière d'être, le grimdark. C'est comme le gothique, c'est une manière d'être. Il y a des codes à l'intérieur du gothique, tout comme il y a des codes à l'intérieur du grimdark. D'ailleurs, le gothique va très bien dans le grimdark d'ailleurs. Mais le grimdark, c'est un état d'esprit sur le fait que tout n'est que pure déliquescence. Il n'y a rien qui va et qui va être bien, beau, heureux. Donc c'est pas une notion de colorimétrie en fait. Tu peux très bien vivre dans un univers où il fait jour tout le temps, tout est magnifique autour de toi, et être dans un univers grimdark quand même. Parce que le grimdark, c'est avant tout un état d'esprit. La jungle de Catachan, qui est littéralement un endroit où il fait jour, il fait beau, t'as de la lumière, t'as des plantes, c'est vert partout, c'est verdoyant, c'est l'Amazonie, le bordel. Je peux t'assurer que c'est grimdark de fou. Parce que dedans, tu as des monstres. Le grimdark, c'est une question d'équilibrage. Oui, dans Darktide, tu es dans Tertium. Mais pourquoi c'est sombre de partout, Tertium? Parce que tout simplement, t'es dans les adblocks de gens, t'es en train de te balader en plein milieu d'une ville qui est gargantuesque, et t'es dans le cœur de la ville, tu es dans son système sanguin, tu es dans ses organes, tu es en train de te déplacer au sein de la ville, qui est littéralement une énorme prison géante, basiquement, quand il réfléchit bien. Sauf que quand t'as une mission dans Darktide, je pense que les gens l'ont complètement oublié. T'arrives au-dessus de Tertium pour dans les spires du dessus de la ville, donc dans les tours tout au-dessus de la ville pour rétablir un relais Vox. Et t'arrives et il fait jour de fou. Tu te rends compte qu'il fait jour,
Tu vois bien, t'es plus enfermé dans l'état claustrophobique de Tertium, et tu es dans les spires au-dessus de la ville, et tu as littéralement une ouverture tout autour de toi sur le ciel et sur tout. Et il fait jour, il fait beau. Oui, t'as une tempête de sable qui rend le tout absolument imbouffable, mais tu vois autour de toi. Tu as un visuel comme tu pourrais l'avoir dans le monde d'aujourd'hui, genre dans les déserts ou ce genre de conneries. Tu as ça. Ou vers Toulon, si tu te prends une tempête de sable qui t'arrive sur la gueule. Et que t'es... Voilà. On a ça. Dans Space Marines 2, on traverse des tas d'endroits qui sont ultra colorés, qui sont beaux, qui ont un univers et une ambiance qui est naturelle. Et un des éléments qui pourtant devrait pas exister dans le Grimdark selon l'avis des gens qui n'ont pas compris ce que c'était que le Grimdark, il existe dans Warhammer 40K des mondes qui s'appellent les mondes plaisir. Ce sont des mondes qui, quand ils sont découverts par ce soit des rock traders ou un adeptus particulier qui s'occupe de faire les voyages et de tester les planètes, je sais plus comment il s'appelle cet adeptus, je sais plus si c'est le Mechanicus qui fait ça ou quoi, mais il passe par un système de notation qui dit ok, ça va être un monde forge, ok, ça va être un agri-world, donc un monde agricole, ça va être un monde habitation, ça va être ça, et rares sont les planètes qui ont ce traitement, mais certaines planètes sont tellement des joyaux dans leur état naturel, dans leur écrin naturel, qu'elles sont transformées en ce qu'on appelle des mondes plaisir. Ce sont des mondes dans lesquels tout est artificiellement designé dans ce qui va être implanté pour être beau, pour être magnifique. La nature n'est quasi pas touchée, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire en fait. À l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer comme on arrive, on rase tout, on fait de la technologie, de l'industrie. Non, c'est des mondes qui sont laissés au plus naturel possible avec leurs animaux dans leur écrin. C'est le truc le plus écologique vu au monde, de l'univers possible. Ces endroits-là, c'est quand notamment tu as des commissaires, je crois qu'il y a un commissaire qui est allé là-bas dans un des livres, et tu as un commissaire, on le récompense, ou un haut membre de l'Astra Militarum, on le récompense sur le fait qu'il a le droit d'aller sur un agri-world. Enfin pas sur un agri-world, mais sur un pleasure world, donc un monde plaisir. Et il va là-bas et il se rend compte que c'est beau, il y a des nourritures à profusion, tu peux avoir tous les plaisirs de la chair sous toutes ses formes, etc. Il n'y a rien, il n'y a aucun tabou, il n'y a rien. Tout est fait pour te montrer la beauté de tout, en fait. De tout, d'absolument tout. Tu as accès à tout ce que tu veux et tout. Bon, au final, il s'avère qu'il y a un culte de Slanesh là-bas, ça n'étonne personne. Mais l'idée est là, c'est que Grimdark n'est pas une colorimétrie et n'est pas un univers suffocant à tous les étages. Grimdark, c'est un univers dans lequel l'espoir, si tant est qu'il existe, est artificiellement créé. Il n'y a plus d'espoir naturel, il n'y a plus d'amour naturel. Tout est designé pour suivre un chemin préconstruit, précis, utilisé, utilisable. C'est littéralement un monde dans lequel y vivre, c'est toxique. Même dans les endroits les plus beaux. Ça, c'est Grimdark. Le Grimdark, c'est un état d'esprit, pas une colorimétrie ou un style de calibre d'armement. C'est une manière de vivre. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit d'écriture à la base, le Grimdark, c'est tout. Les gens qui sont oh ça fait très Grimdark. Oui, ça fait très Grimdark parce que ça rentre dans les canons du Grimdark. Mais c'est pas parce que quelque chose rentre dans les canons du Grimdark que ça veut dire que le Grimdark c'est ça à proprement parler. Il y a certains trucs qui sont des piliers du Grimdark, et ces piliers sont la destruction de l'espoir, la destruction de l'amour, la destruction de la joie et du respect. Et une fois que tu as ces quatre-là, tu les transformes tu les industrialises. Dans Warhammer 40K, le peu d'amour, d'espoir que tu vois, il est industrialisé. Les mondes plaisir, c'est l'industrialisation de ces quatre concepts-là. Voilà, c'est tout. Donc, tous ceux qui sont ouais, ça fait pas assez Grimdark, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous n'en avez pas conscience. Et ça montre, ça prouve une faiblesse dans l'éducation de ces gens-là qui est tellement grande, tellement forte que les gens ne savent même plus les mots qu'ils emploient et pourquoi ils les emploient. Et ça, c'est dommage. On va retourner à la vidéo, je pense que j'ai assez expliqué le truc du Grimdark. Selon, en tout cas, comment le Grimdark est censé être à la base. Donc n'oubliez pas, le Grimdark est un état d'esprit, pas une colorimétrie ou un calibre de munitions. Voilà. On va retourner sur la vidéo.
Je vous mets quelques petites images à l'écran, juste des screens, comme ça vous avez vraiment des images et pas de la vidéo. Le feeling, je suis désolé, pour moi il est plus sombre que par exemple Oui. le premier Dawn of War. C'est pas pareil. J'ai refait le premier Dawn of War, sombre. là, j'ai fait Dawn of War, j'allais dire Dawn of War Retold, mais non, je suis en train de faire Age of Mythology Retold en ce moment, mais Dawn of War Definitive Edition. Les mecs, le jeu, il est pas sombre du tout. Il est sombre dans son approche, dans son esprit. Mais l'ambiance, elle est ultra claire. Même quand tu te balades au plein milieu d'une tempête warp, tu vois à 200 km de distance. Arrêtez de vous foutre de moi. C'est pas parce qu'il y a un brouillard de guerre que c'est sombre, les gars. Faut pas confondre. Je pense que ces mecs-là, ils sont en mode oh mon dieu, il fait sombre et quand mes unités se déplacent, ça dévoile le sombre. C'est trop grimdark. Ça s'appelle un brouillard de guerre. Voilà. Je parle tellement mal. Comme on l'a dit, il faut donc qu'on compare StarCraft 2 et des jeux mobiles à Dawn of War. Voilà, j'avais pas envie de le faire, c'était pas ce que j'avais prévu en me levant aujourd'hui, je vais pas vous mentir, mais vraiment, les gens l'ont fait, alors il faut que je le fasse. Et ces gens sont débiles. On va un peu débunk. Je vous mets à l'écran une image, vous aurez évidemment durant toute cette vidéo plein d'images de gameplay du jeu, c'est très important, ça fait partie. Regardez comme c'est directement propre de ce que les développeurs nous ont envoyé. Le trailer, vous avez déjà Les des images animations. de gameplay, mais les développeurs nous ont envoyé aux bêta-testeurs, enfin plutôt à les alpha-testeurs on va dire, ils nous ont envoyé du gameplay optionnel parce qu'on ne peut pas, je le répète, partager notre écran, faire des streams, ni enregistrer notre partie qu'on a fait en escarmouche. Pourquoi ? Parce que, simplement, ça fait partie du contrat. Et donc, ils nous ont envoyé du gameplay qu'on peut vous partager, et ça, c'est du gameplay supplémentaire qui n'a pas été montré à la Gamescom. Et ça, très c'est cool. important. Ensuite, on n'a pas eu de speech, et beaucoup de gens pensent que les youtubeurs on a été payés. Ce n'est pas le cas non plus. Et même si ça avait été le cas, très sincèrement, j'aurais été obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que sinon le fisc m'aurait sauté au cul. Je tiens à préciser une chose, vous entendez toujours les streamers, hein. Bon, pas moi, parce que moi, très clairement, j'ai pas de sponsor. Mais tous les streamers, je vais prendre un exemple comme des AlphaCast ou autres, quand ils sont sur une truc rémunéré, c'est marqué à l'écran. Sponsorisation rémunérée. Et c'est marqué dans les commentaires. Enfin, pas dans les commentaires, mais dans le truc en dessous de la vidéo, dans la merde, comment ça s'appelle ? Au secours, le truc qui... Dans la description de la vidéo, c'est marqué. Et ils le disent en début, ceci est une sponsorisation rémunérée. C'est obligatoire. Et il faut savoir qu'aux yeux de la loi, si tu n'exprimes pas... En fait, il faut savoir une chose. En France, il y a une règle, il y a une loi qui existe. Et cette loi, elle est très très simple. Cette loi, elle dit, si tu as une audience... Je la simplifie, hein, mais si tu as une audience, tu te dois de leur préciser si ce dont tu leur parles t'a été payé ou non. C'est obligatoire. Sinon, ça s'appelle faire de la pub sous le manteau. C'est grosso modo, tu mens à ton audience. C'est interdit en France. Faut le savoir, c'est interdit. Tu fais ça, tu te prends un turbo procès dans le fiac et je peux t'assurer une chose, c'est que tu n'auras plus besoin d'aller aux toilettes pour chier une fois qu'ils auront fini. Tu seras propre de l'intérieur mais rincé, mon pote. Il n'y a plus rien, c'est nickel. Donc non, arrêtez de dire de la merde en mode oui, ils nous disent pas tout. Tu peux pas, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Parce que le fisc, je peux t'assurer une chose, s'il te tombe dessus, t'as intérêt à avoir les reins solides, mon pote. Et croyez pas que le fisc ne vérifie pas tout ce qu'on fait en France. Bah oui. C'est hyper important que vous le sachiez. Mais on est extrêmement fliqué en France en tant que créateur de contenu, surtout quand on a une SARL ou une EURL. Et donc, c'est hyper important de préciser ça. Mais pas que les contenus, mais pas que les créateurs de contenu. On a images que je vais encore vous montrer, qu'on va analyser. Mais regardez d'abord cette image ici. C'est trop cool. Donc, avec les orques. Là, certes, c'est assez lumineux, je suis d'accord, mais c'est aussi rempli de fournaises. C'est rempli de choses que les orques utilisent, qui est rempli donc de flammes. C'est l'esthétique directe des orques. Les bâtiments sont ultra sombres, c'est grim. En soi, c'est terne. C'est pas du jaune vif du tout. Alors qu'en plus de ça, théoriquement, dans le lore, les orques, justement en jaune, sont censés être beaucoup plus jaunes. Les orques ont des couleurs très flashy quand même. Normalement, à la base, les couleurs des orques, en plus, notamment le jaune qui est la couleur du clan Bad Moons, si j'ai pas de mémoire, c'est un jaune, genre les mecs, ils ont pris le jaune le plus pétant, parce que pour eux, tout ce qui est puissant doit être flashy. Il y a un vrai délire au niveau des couleurs chez les orques, et chez eux, plus la couleur est flashy, plus la couleur est puissante.
les orques, ils peignent avec des putains d'arc-en-ciel. Faut prendre ça en compte. Et là, pourquoi c'est tout terne? Parce que principalement, vous êtes sur un monde avec beaucoup de poussière dans l'idée. Mais c'est ça l'idée. Et sincèrement, pour moi, là, ce que je vois du Dawn of War. Je vois pas un autre truc. Je vois du Dawn of War. Pourquoi? Parce que l'esthétique orc de Dawn of War, elle est plutôt unique en son genre. Alors, oui et non, mais c'est un effet dépotoir, retravaillé, restructuré comme ils peuvent, machin et tout, avec leur volonté propre et tout, machin. Et sincèrement, je veux dire, t'as la grosse bannière WAG, t'as des tas de trucs dedans, enfin, dis merde, t'as tout le WAG ici et tout. Et encore une fois, working progress, les gens. Arrêtez de vous plaindre d'un truc qui est pas fini. Putain, c'est comme si en plein milieu des mecs qui disaient ouais, t'imagines quand les mecs ont créé la Tour Eiffel? T'imagines les gars qui venaient, qui seraient allés les voir et qui leur aient dit vous êtes des fils de pute, vous êtes en train de créer un truc dégueulasse, machin. Bon, c'est arrivé, mais c'était un ou deux gars. Ils étaient très peu nombreux. Là, t'imagines, t'as des milliers de mecs qui viennent te dire ton jeu c'est de la merde, alors que le jeu est pas fini. Faut être un demeuré pour agir comme ça. Attends le résultat. En tout cas, un peu plus que ça. Je trouve que c'est un petit peu ridicule et la plupart des gens qui vont chier sur le jeu sont vraiment traumatisés par Dawn of War 3, je le maintiens. Je comprends pas pourquoi ils ont été Ensuite, traumatisés ils par ont Dawn of comparé War 3 avec d'ailleurs. cette image-là, certains, et c'est pas le seul post Reddit ou X ou même sur des vidéos YouTube, il y a des gars qui essaient de farmer les vidéos YouTube en créant des dramas autour de Dawn of War 4. C'est trop Parce con que ça aussi. ils n'ont pas forcément des choses Tellement très importantes con. à dire et probablement qu'ils n'ont pas testé le jeu. Enfin, je le sais qu'ils n'ont pas testé le jeu vu qu'on Ah a oui. un petit peu Oui. d'informations sur qui a testé. Sachez que donc ils ont Ça rend comparé avec fou. des jeux comme ça, qui est un jeu mobile. Oui, il est très flashy, je suis d'accord. Ça se voit que c'est un jeu mobile, je trouve plus. Mais pour moi, c'est pas la même esthétique. En soi, c'est probablement du Unity. Je trouve ça pas dégueulasse. Certes, c'est flashy, ça me fait plus penser à un jeu qui est un peu pour les plus jeunes, je trouve. C'est un peu moins mature, il n'y a pas de doute. Mais je vois pas le problème à avoir un côté un peu réaliste dans les animations. Sincèrement, les gars, vous voulez quoi? Qu'on ait un jeu de la même qualité visuelle que Space Mines 2? Vous voulez quoi en fait? Vous voulez un pixel art? Comment ça se passe? C'est oui, c'est trop flashy. Parce qu'il y a eu des mecs qui étaient en mode oui, c'est trop flashy. T'es en mode gars, si tu te plaindrais si c'était la même colorimétrie que dans un Dark Souls. Bordel! Si tu vois pas à 20 mètres avec tes unités, à quoi ça sert de jouer à un RTS où le principe de jeu c'est d'avoir une vision générale de la carte? T'es pas dans un FPS où t'es dans une vision de précision, t'es dans une vision de généralisation. Ton objectif c'est de dire je suis un commandant depuis ma bâche de bataille et je vois la map. Je vois ce qui se passe. Mes auspex m'enlèvent le côté difficile à voir de ce que le jeu pourrait donner. Là, pour moi, c'est cohérent. Et encore une fois, c'est pas parce que t'es dans Dawn of War, enfin dans Warhammer, qui fait sombre tout le temps. Même sur Terra, il y a des jours de beau temps. Putain! Merde! Ça m'énerve! Parce que ce qui a été reproché simplement dans cette image, c'est pas le côté flash, mais surtout les animations. Bah, et Comme puis vous pouvez les voir, animations. ça, par contre, Warhammer 40 000 Tacticus, c'est un jeu auquel je joue. D'ailleurs, on a une guilde, on joue sur mon Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. J'ai dû affronter sa guilde guilde d'ailleurs. C'est Darktide a plein possible. de jeux, mais aussi on peint des figurines dessus et on discute de temps en temps. Je suis très présent là-bas, c'est un des meilleurs Discord français. Je vous invite à le rejoindre. Je Lien joue dans la tellement à description. ce jeu, c'est Et terrible. sachez que justement, on joue énormément à Tacticus, qui est un très bon jeu. Il est excellent. Certes, il y a beaucoup de gens qui mettent de l'argent dans ces jeux. Moi-même, j'en fais partie. Je mets un petit peu de sous des fois, pour le pass de combat par exemple. Mais je trouve pas que c'est un format horrible. Vous Non. pouvez simplement jouer au jeu sans mettre d'argent. C'est un Tacticus, c'est un gacha game. Parce que c'est un gacha vu que t'as des trucs d'invocation et c'est un jeu de collectionnite, hein, basiquement. C'est un gacha qui est sans doute le plus sain en termes de modèle économique que j'ai vu de ma vie. J'ai joué, fut un temps, à des gachas complètement débiles, hein, où le truc est complètement rigged à l'infini. Je peux vous assurer, hein, notamment Red Shadow Legend, hein, qui est un jeu qui est absolument honteux de ce côté-là. Vraiment, hein, vraiment honteux. Et ce jeu-là, il a un vrai gameplay. Il y a une notion de placement, il y a une notion de quand est-ce que j'utilise mes compétences, hein, parce que tu peux les utiliser qu'une fois. Bon, maintenant, tu as des persos comme chez Dark Angel ou les Golden Bananas là, qui sont arrivés. Je me souviens plus. Les custos, voilà, les custodes, qui peuvent utiliser plusieurs fois. Ça, c'est un autre truc. Mais c'est un jeu dans lequel, si tu as une bonne conscience stratégique, vu que tu as une notion de déplacement sur la carte, que tu as une notion de mes compétences me donnent un avantage, mais qu'à certains moments, etc., il faut que je les utilise au bon moment, il y a vraiment une notion de jeu
C'est pas juste un vieux jeu en mode ma compétence s'active tous les X coups et puis paf, et puis mon but c'est juste de construire une grosse équipe et de l'envoyer tabasser. Non, là t'as vraiment du gameplay, t'as vraiment des mécanismes de jeu, t'as vraiment des mécaniques de combotage d'unités. Là en ce moment, moi ce que j'adore faire c'est prendre le Neurotrope et le sortir avec des Psykers, notamment Méphiston, pour pouvoir build ultra vite contre les combats de boss. Sa capacité de Neurotrope est tapée à 12 000 sur la tête des boss à chaque auto-attaque. Voilà. Et il y a des notions de gameplay, il y a des notions de combotage, il y a les campagnes qui ont du lore, du gameplay. J'ai réussi à finir quasiment toutes les campagnes du jeu en élite avec des persos qui sont sous-statés parce que j'ai une bonne connaissance et une bonne compréhension de comment jouer mes compétences. Et pourtant, j'ai pas dépensé une seule thune dans le jeu, mais c'est le seul jeu aujourd'hui que je considère être viable pour dépenser de l'argent dedans, dignement. Pour moi, c'est un jeu qui est digne. Voilà, il a une certaine dignité, ce jeu. Un jeu qui prend du temps. Et le comparer avec Dawn of War, je trouve ça pas très légitime. Vous pouvez comparer évidemment ce qui est comparable, comme par exemple les unités. La différence, je vous mets à l'écran, donc sur le côté gauche, le jeu Tacticus, et sur le côté droit, vous voyez Dawn of War 4, je le répète. Le monde, c'est pas du tout pareil. C'est pas le même monde. Dawn of War, c'est pas un côté cartoon. Warhammer 40 000 Tacticus, il est hyper cartoonesque, et ça fait d'ailleurs son charme, c'est pour ça qu'on le kiffe bien, ça change un petit peu de l'esthétique. Beaucoup d'entre nous, on aime bien le côté moins sérieux de temps en temps. Et là, je trouve que comparer les deux, je suis désolé, mais les gens, ils ont vraiment besoin de lunettes. Regardez, par exemple, certains l'ont comparé avec StarCraft, que je vous mets aussi évidemment à l'écran. Je peux comprendre, StarCraft, oui, ça a une certaine patte ressemblant à Warhammer 40 000, mais pour ceux qui ne savent pas, il y avait des longues théories sur le fait que StarCraft et Warhammer 40 000 devaient faire un jeu ensemble, et c'est l'équivalent de ce qui est devenu StarCraft. Alors, il faut savoir une chose, à propos de StarCraft, c'était il y a très longtemps, et pour moi qui ai vécu la naissance de StarCraft 1 et 2, putain, je suis vieux, bordel. StarCraft, à la base, il y a eu des gros procès avec, notamment, quand ils ont vu les ergs et tout machin, parce que, faut savoir une chose, Dawn of War, donc l'univers de Warhammer, est énormément inspiré de l'univers de Dune. Il y a beaucoup de trucs qui sont inspirés de l'univers de Dune, qui est précurseur d'un peu tout ça, qui est un peu un énorme morceau de la science-fiction. Dawn of War, donc Warhammer 40 000 et StarCraft, se sont tous inspirés un peu du daron qui est Dune, dans l'idée, pour créer leur univers. Le problème, c'est que d'un côté, t'as les Space Marines, de l'autre, t'as les Marines de StarCraft 2. Et si j'ai bonne mémoire, à l'époque, il y a eu des procès sur le fait que tout se ressemblait un peu trop, machin, etc. et tout. Ça s'est fini en mode, bon, chacun part de son côté et on voit ce qui se passe, si j'ai bonne mémoire. Hein. Mais en soi, il y a eu c'était pas en mode, ils devaient créer un jeu ensemble, me semble-t-il. Hein, je dis peut-être de la merde, hein, c'est fort possible. Donc, à prendre avec des pincettes et du grain de sel, tout ce que je dis. Hein, prenez ça avec un petit peu d'eau dans votre vin. Mais il y a eu un début de procès entre les deux, pour savoir qui avait raison de sortir les Marines, les Space Marines, c'est tout le bordel. Et au final, ça s'est terminé un petit peu sur un non-lieu, en mode bon, chacun part de son côté et on voit ce qui se passe. Bon, au final, Warhammer 40K, lui, est passé un petit peu en mode sous-marin, parce qu'il y a un truc qu'il faudra qu'on parle à la fin de tout ça, c'est pourquoi Warhammer 40K aujourd'hui n'est plus pareil que le Warhammer 40K d'il y a 10-15 ans que moi j'ai connu, même un peu en arrière. Donc voilà, ça on en reparlera un peu plus tard. Et que c'était un projet abandonné par les développeurs dans Warhammer ou un partenariat là-dedans. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y aura une vidéo dédiée à ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à plonger. Je vais essayer de faire un petit travail journalistique autour de ça pour essayer de trouver J'adorerais avoir cette vidéo. Franchement, j'adorerais avoir cette vidéo. Pour essayer de voir si j'ai vraiment un avis de développeur et pas juste les avis de gens sur Internet. Voilà, ne prenez pas mon avis. En soi, c'est pas si grave. StarCraft est un excellent jeu. StarCraft 2, j'en parle pas. StarCraft 1, 2, ils sont géniaux. Et peut-être même que ça aidera pour le côté compétitif, même si je pense pas qu'on aura un côté compétitif, parce que Dawn of War 3 était prévu pour être axé très compétitif, et c'est ce qui a fait beaucoup de mal au jeu. Donc, en toute sincérité, je pense que ce qui va être priorisé sur ce Dawn of War 4, c'est la campagne. Petit rappel, beaucoup de gens ne sont pas au courant, et beaucoup de gens ont commenté sur ma dernière vidéo. Ça, c'est important, faut bien l'écouter. Toute la vidéo, je le répète, mais on sait qu'il y aura 70 missions en campagne, c'est-à-dire 70. Alors, super, une pub. Ah, putain, ta gueule. Alors, il y a une info importante là-dedans qu'il faut prendre en compte. Les 70 missions, c'est ultra important. Genre, les gens qui se sont dit, ouais, non mais Dawn of War,
machin et tout, c'est un problème, le jeu va être mauvais en multi, machin, parce qu'il y a aussi des gens qui se plaignaient du fait que tout ça allait être mauvais en multi, hein, ça c'est... Encore une fois, les gens n'ont pas joué au jeu et le jeu est pas fini, bordel. Warhammer Dawn of War n'est pas un jeu qui a été designé à la base pour du multi. Ça n'a jamais été le cas. Jamais. Ceux qui ont été designés pour du multi, c'est Darktide, Space Marines 2. Space Marines 1, c'était quand ils ont mis le mode PvP, mais Space Marines 1 n'était pas designé pour le multi. Mais ça, c'est des jeux qui ont été... Space Marines 2 et Darktide ont été pensés pour du multi. Ils ont été designés dans ce sens-là. Moi, en ce moment, je me retape tous les Dawn of War grâce à la définitive édition qui est tu peux dézoomer plus, machin, etc. La première campagne de Dawn of War premier du nom, hein, Dawn of War, il y a 12 missions. C'est-à-dire que là, le jeu a 6 fois plus, allez, on va dire 5 à 6 fois plus de missions que le 1. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est normal, on a évolué dans le temps. Ok, deuxième chose. Dawn of War Winter Assault, qui est l'évolution de Dawn of War, voilà, qui est le 2 du mode Dawn of War. C'est pas Dawn of War 2, mais dans l'idée. Parce que Dawn of War 2, tu gérais une escouade de Space Marines. Tu ne gérais pas tu créais pas ta base, hein, tu devais gérer une escouade qui vivait des aventures. Dans Dawn of War Winter Assault, je viens de le finir là actuellement. Je l'ai fini. Là, on va passer sur Soulstorm. Non, sur Dark Crusade. On va passer sur Dark Crusade. Il y a un concept à l'intérieur qui est ultra important et qui est là pour bien comprendre le truc. Tu as des missions à l'intérieur, il y a 8 ou 12 missions, quelque chose comme ça, par faction. Et dedans, tu as l'ordre et le désordre. L'ordre, c'est Astra Militarum allié aux Eldar. Alliés, hein, encore une fois, alliés avec un bolter et un canon shuriken sur la tempe, si tu veux, voilà, ils sont tous... nous sommes alliés, oui, nous sommes alliés, super, voilà. Et de l'autre côté, tu as les orques et le chaos qui sont alliés avec un bolter hérétique et un méga blasta qui sont là en mode... alliés, voilà, basiquement, c'est ça. Mon Dieu, je suis... Au secours, la meilleure explication de l'univers. Et tu fais tes missions, il y en a 10, je crois. 10, entre 8 et 10, si je dis pas de merde, mais quelque chose comme ça, où à un moment, tu arrives à la mission, avant la mission finale, donc l'avant-dernière mission, où tu as les deux factions qui sont sur la même map, parce que normalement tu alternais entre les factions au sein de la campagne, et tu as, quand tu choisis le chaos, par exemple, de jouer le chaos, tu arrives avec le chaos d'un côté et les orques de l'autre, et tu as un choix à ce moment-là. Tu vas soit faire gagner le chaos, et du coup, la prochaine mission que tu auras, tu ne joueras que le chaos, soit tu fais gagner les orques, et tu ne joues que les orques. C'est un jeu qui a été designé pour l'histoire. Tous les Dawn of War ont été designés autour de l'histoire, de ce qu'ils racontent, de leur narration. Je rappelle une chose, par exemple, je rappelle une chose, qui est l'exemple suivant. Les Blood Ravens sont les Harley Quinn de l'univers de Warhammer. Les Blood Ravens n'existaient pas avant Dawn of War. C'était pas un chapitre qui existait. C'est un chapitre qui est né sur Dawn of War et qui a été canonisé plus tard. Qui aujourd'hui, tu peux te dire, tiens, je peins mes Blood Ravens, qui a été entre parenthèses canonisé. Mais c'est un peu les Harley Quinn de cet univers. Ils sont là pour ça. C'est un jeu qui a fait naître son propre lore, sa propre existence. Il n'a jamais été designé pour du multi. C'est pas l'objectif. Le multi, c'est un à côté, un bonus. C'est un bonbon en fait. Mais aujourd'hui, le multi est la part la plus importante de la plupart des jeux qui peuvent être en multi aujourd'hui. Si c'est pas un jeu à sens unique, c'est-à-dire un jeu solo uniquement, le multi est une part importante parce que tout le monde est en mode oui, mais je veux jouer avec mes potes à ce jeu, etc., etc. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tous les jeux essayent de sortir du multi quoi qu'ils peuvent et qu'il y a eu l'explosion des Battle Royale notamment. Mais le truc, c'est que les Dawn of War à la base, c'est des jeux d'histoire. Et genre, Dawn of War 1, 12 missions, 10-12 missions. Dawn of War 2, si tu prends toutes les missions ensemble, t'as une vingtaine de missions, je crois. Peut-être un peu moins, j'ai plus exactement le chiffre en tête. Dark Crusade, tu prends une mission. Si tu prends une faction et tu dois claquer tout le monde sur la map.
Voilà, c'est simple. Et Soulstorm, c'est le même bordel. Sauf que vu que tu as plusieurs maps, c'est plusieurs missions entre parenthèses. Mais tu as une grosse mission. C'est-à-dire qu'au maximum, si tu prends un peu tous les emplacements de ville et tout machin de Soulstorm et de Dark Crusade, au maximum, tu as 50 missions sur l'existence de 4 jeux. Voilà. Je prends pas Dawn of War 2 et Dawn of War 2 Rétribution et Dawn of War 2 Chaos Rising dans le tas. Parce que je ne les ai pas assez joués, donc je peux pas dire la quantité. J'ai surtout joué au mode justement survie qui était dessus, qui était incroyable. J'ai joué mon Seigneur Necron et je pétais des culs avec lui. Bref. Mais c'est-à-dire que là, on vous propose un jeu nouveau qui a autant de missions que Dawn of War, Winter Assault, Dark Crusade, Soulstorm et aussi Dawn of War 3. C'est-à-dire que tu as 5 jeux, il y a autant de missions dans ces 5 jeux, autant de contenu que sur le jeu qu'ils vont vous proposer là. Évidemment que le jeu n'est pas designé pour le multi. Tu fais pas un jeu avec 70 missions pour dire que tu vas tout mettre dans le multi. Arrêtez d'être con. Le jeu n'a jamais été designé pour être du multi de base. Le multi est un bonus, un petit atout que tu as sur le côté. Pour une fois que tu as fini le jeu, voilà. Mais à la base, c'est tu vis une aventure, une histoire avec tes chapitres préférés de Space Marines, tes clans orcs préférés, tes chapitres préférés du chaos ou tes vaisseaux mondes Eldar préférés. Voilà. Point. C'est tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce sera pas que du PVP qui sera mis en avant. Il y aura aussi 30 escarmouches, donc des parties que moi j'ai par exemple pu en tester une, où vous allez jouer sur une map, donc vous aurez une IA en face de vous, un bot, que vous allez devoir attaquer, Voilà. et vous aurez une sorte de quête et quête secondaire. Ça fait pas partie de la campagne, c'est simplement une petite sorte. C'est-à-dire que basiquement, tu as 70 campagnes qui arrivent, 70 missions de campagne, des missions uniques, voilà, et tu as à côté 30, donc ça t'amène à 90 missions annexes. Un peu comme dans Space Marines 2, quand tu avais fait ta mission où tu dois aller trouver Novik, ou je sais plus comment il s'appelle, l'Adeptus Mechanicus que tu dois sauver là, Nozick, je crois, et que à côté, tu as une mission, tu dois aller faire péter des barils de Prométhium avec l'autre escouade qui comprend pas Titus, qui est pas avec Titus dedans. C'est tout. Vous êtes face à un jeu qui vous dit, préparez-vous, le solo, ça va être quelque chose. Point. C'est tout ce qu'il dit, le jeu. Il te dit pas, prépare-toi, le multi, ça va être incroyable. Il te dit, prépare-toi, on a prévu un jeu solo qui va être lourd. Et c'est cool, si on veut. Et ça se fait assez rapidement. Et sûrement que ces mêmes cartes seront jouables derrière en PVP. En plus. Donc il y aura vraiment moyen de faire beaucoup de choses. En plus du mode Last Stand qui était en Dawn of War 2. Voilà, le Last Stand, pas le mode survie. Et en plus la customisation pour vos unités. Et il y aura probablement un accès pour les mods. Ça c'est aussi quelque chose que les développeurs voudraient faire. Je le sais que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, simplement parce que tous les développeurs savent maintenant que les mods font partie de ce genre de jeu. On n'a pas de confirmation sur est-ce que ce sera directement disponible dès le départ, on croise les doigts, moi j'attends un mail de leur part, je leur ai envoyé un petit mail pour essayer de prendre contact, j'attends, et dès que j'aurai des réponses, évidemment vous serez tenus au courant. Et laissez-leur le temps, les mecs sont en train de cravacher comme des bâtards. Les réponses que j'ai grâce au contact, et bien dans ces milieux-là. Ça peut paraître bête, mais justement, j'essaie de partager toutes les choses qui m'arrivent autour de cette passion. Oh là là, les parce que c'est littéralement moi ce qui me fait vibrer. J'adore parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'ai jamais eu la chance avant de pouvoir parler à des gens qui créent ce genre de choses. Et maintenant que je peux, j'ai envie de le partager avec vous. Bah, immense GG à toi. C'est une chance que j'ai, que je veux partager avec vous. Comme ça, on a tous cette chance ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ils partagent. C'est beau. Donc, comme je l'avais dit précédemment, les gens, d'après moi, souffrent simplement du stress post-traumatique de Dawn of War 3. Par exemple, l'angle de caméra, les gens l'ont moqué durant la Gamescom en disant que c'était bloqué, que ça ressemblait trop à Dawn of War 3. Alors que je vous montre du gameplay, mais on a des zooms, des dézooms, etc. On n'a pas forcément les mêmes angles. Il y aura de quoi dézoomer, zoomer, changer l'angle. Vous aurez de quoi faire ce que vous voulez. Vous aurez la liberté comme sur Dawn of War 1 et 2. Et le 3, je sais plus comment c'était exactement, mais je sais que c'était moins bien. Alors évidemment, ce sera mieux que le 1. Je le rappelle, le 1, dans l'édition de base, vous étiez ultra zoomé et vous pouviez quasiment pas voir plus de 2 unités. C'était un peu un enfer. C'était n'importe quoi le zooming. Ça a été amélioré. Je me suis fait la campagne de Dawn of War 1 récemment. Là, j'ai joué Dawn of War 4, c'est la nuit et le jour, littéralement. Rien que dans le mode qu'ils ont refait, de facilité pour le gameplay. la caméra est bien meilleure dans la définitive au édition. niveau du gameplay,
c'est très similaire, je le maintiens, mais Dawn of War 1 et Dawn of War 2 sont le bébé, ou plutôt vous mettez ces deux ensemble, ça crée Dawn of War 4, et c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai vu beaucoup de gens aussi se moquer des dramas et tout ce bordel en disant, et je cite, « Ce jeu est composé de Space Marine, Dawn of War 3 avait des Space Marines, ce jeu doit être donc comme Dawn of War 3. » Et j'avoue que quand tu mets les deux cellules que ces gens doivent avoir dans le cerveau, ça doit probablement faire ça. Mais tellement. Reprenons juste un petit témoignage que j'ai vu qui est assez important. Je pense que les gens ont rapidement réagi à l'angle de caméra verrouillé qui ressemble un peu à une publicité de jeu mobile pré-rendue. D'après les images diffusées ultérieurement, je pense qu'il est prudent d'affirmer que ce n'est pas le cas. Les images pré-alpha sont assez impressionnantes. Certains font même le lien entre certains effets de Dawn of War 3. Et la personne qui a écrit ceci dit qu'elle le voit bien, mais la sortie est encore loin, et les images montrent clairement que le jeu n'est pas terminé. Non mais... Oh, les pubs! Putain, ça me rend fou, ça. Mais oui, le jeu n'est pas fini. Laissez-leur le temps de faire... Laissez-leur le temps de mettre en place. Sur une pré-alpha, le jeu a été bourriné pour que directement on ait accès à une map d'escarmouche qui n'est même pas terminée. Si jamais, quand on lançait la partie de pré-alpha, nous on jouait les Space Marines, les orques, tout était terminé, en tout cas du côté graphique. Mais du côté graphique, c'est les Space Marines, nos bâtiments, c'était juste des hitbox qu'on posait, c'était des cubes. On n'avait pas de graphisme, on n'avait pas la qualité l'Adeptus des bâtiments des Space Marines. Pourquoi ? Parce que c'est une pré-alpha. L'Adeptus Plasticus qui est dans Warhammer, incroyable. Presque terminé. Et donc, qui ne l'est pas totalement. C'est ultra important que vous sachiez ça, parce que là, tout ce que je vois en ligne me montre que les gens ne sont pas au courant de tout ce qu'ils voient. Et j'essaye d'apporter un peu cette vérité. Appelez un PC de bataille. Directement, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. De bataille, monsieur. C'est normal, je peux pas utilisez votre imagination. Il faut aussi que les gens évitent de s'affoler pour ça. Et je vais pas changer le monde, je le sais bien. Le chaplain qui est là. Utilisez votre imagination, Space Marines. Qui pour l'empereur veulent savoir la vérité autour de tout genre de choses. Bah moi, je vous apporte les conseils que je peux et les infos que j'ai grâce, comme je l'ai dit avant, à mes contacts. Et ça peut paraître vraiment bête, mais c'est important que vous sachiez la vérité plutôt que vous le colportiez une rumeur à la con en disant à vos potes que le jeu va être mauvais. Je vous assure que le jeu va être excellent. Je ne suis pas payé, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, justement, beaucoup de gens pensaient que j'étais payé. Les gars, dans un contrat de marque, si je suis payé par une marque, je peux pas derrière demander par exemple à Oli Energy, avec qui j'étais en partenariat pour cette vidéo-là, de mettre une autre marque. Ils ne sont pas d'accord. Ça aussi, c'est hyper important. Oui. La plupart des marques ne vont pas vouloir que vous fassiez une vidéo sponsorisée avec 2 produits. Ça peut paraître con, mais c'est vrai. C'est hyper important aussi. Attention. Alors, je tiens à préciser une chose, et là, pour le coup, pour amener de l'eau à son moulin, oui, dans un contrat, tu as ce qui s'appelle des clauses d'exclusivité. C'est-à-dire que la clause d'exclusivité, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est tu fais un contrat avec moi, Entalos l'Arpenteur, tu n'as pas le droit de parler d'un autre youtubeur ou vidéaste ou streamer. Point. C'est ça la clause d'exclusivité. Il n'y a que moi dans le débat que tu vas mener ou l'explication que tu vas mener. Il n'y a que moi. Et les gens vont dire « Ouais, non, mais ça n'existe pas. » Alors, pour le coup, parce que j'ai pas le droit de montrer le contrat tout de suite, j'ai pas le droit de montrer le contrat, j'ai passé un contrat, moi, avec une école. Cette école dit, si tu vas dans une autre école qui te fournit les mêmes études que ce que nous on fournit, alors tu seras viré. C'est un contrat d'exclusivité, je n'ai pas le droit d'aller dans d'autres écoles que la leur. Voilà. J'ai signé ce contrat, parce qu'à l'époque je pensais que c'était le meilleur truc à faire, au final je me suis rendu compte que je me suis fait baiser le cul, mais ça c'est une autre histoire. Donc, ce contrat d'exclusivité, les règles d'exclusivité, ça existe. Je le sais de first hand, première main, je le sais, je suis au courant. Et oui, c'est normal. Parce que tu as certaines personnes qui n'ont pas envie que d'autres gens profitent de l'argent qu'ils vont implémenter ou des bonus qu'ils vont donner à une personne sans avoir derrière un retour. C'est comme si, imagine, il mettait Oli dans sa vidéo en mode je fais un partenariat, oubliez pas Oli machin et tout machin, alors que les gars avaient dit on ne veut pas. Bah ça veut dire que Oli profite de l'aura, de l'aura publicitaire de la marque en question. Donc de l'univers Warhammer 40 000 qui, normalement, à qui il devrait payer de l'argent et leur dire on accepte que vous soyez avec nous, mais vous nous devez un devis de temps. Point. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que les clauses d'exclusivité existent. C'est pour dire
Dans les clauses d'exclusivité, il y a, imaginons, Warhammer 40 000 et ils acceptent que Oli soit dedans. C'est parce que Oli leur a payé de l'argent pour être dans le contrat d'exclusivité. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Ça peut arriver, mais pour des énormes youtubeurs qui valent des millions, simplement. Mais pour des petits youtubeurs comme nous, les Et gars, aussi pour c'est des pas gros du tout youtubeurs, le tu cas. peux Ça débloquer marche des choses pas selon comme ça. les Je vais vous contrats montrer qu'ils ont. une autre image extrêmement importante qui explique bien à quoi veut rassembler le jeu. Il est précisé, en plus sur la page Steam, que le gameplay classique de Dawn of War est de retour. Et de dire ça pour un jeu, c'est pas quelque Et chose c'est à d'ailleurs prendre ce à qu'il la avait légère. expliqué dans Si sa je vous première dis vidéo. Allez voir sa moi-même que première le vidéo gameplay aussi, hein. est Allez comme voir la le jeu première. Dawn of War 1, et que même les développeurs le disent, je comprends que les gens soient sceptiques en lisant quelque chose. Oui, présente Parce qu'on nous vend beaucoup de jeux, Dawn of War 4. exemple tout bête, mais tous les jeux d'IA, ou tous les jeux, tous les Call of, etc., qui sont littéralement du copier-coller et qui sont là juste pour imprimer de l'argent, je comprends que maintenant les gens ont peur, sont sceptiques, les médias sont remplis de saloperies négatives, mais, je le répète, on a pu tester le jeu, enfin j'ai pu tester le jeu, et le gameplay est exactement similaire au 1 et 2 mis ensemble, c'est excellent. Et d'ailleurs, Dawn Donc of la War série 3 n'est revient pas à un ses MOBA. racines avec un gameplay classique de Il y a un Dawn of moment, les War, gens, vous savez et pas un de quoi vous système parlez. de combat conçu pour donner vie au combat sanglant de Warhammer 40 000 comme jamais auparavant. Développez vos forces, construisez vos bases d'opération, spécialisez vos escouades et savourez un système sync kill étendu qui offre un nouveau niveau de détail de combat au corps à corps sans précédent. Je vous montre aussi à l'écran certaines images donc des sync kills. Je vous montre principalement l'image de Dreadnought qui est le plus connu. On avait le sync kill dans Dawn of War 1 où vous voyez un Dreadnought récupérer un orc et lui casser la colonne vertébrale d'un mouvement de bras. Eh bien on retrouve cette même animation. Les développeurs ont dit qu'ils voulaient faire une référence à Dawn of War 1. Il y a plein de sync kills du style. Donc en gros, ils ont synchronisé les hitbox des personnages quand ils se font tuer pour qu'en gros ça réagisse. En termes de dégâts au corps à corps et de combat au corps à corps, c'est l'un des jeux les plus impressionnants que j'ai vu. Pour avoir joué à beaucoup de jeux, que ce soit des FPS, que ce soit des RPG, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué, juste pour les corps à corps. Vous pouvez simplement zoomer sur vos unités, imaginez qu'il y a deux mois en train de se battre, et l'un va faire une exécution à la Mortal Kombat, à l'autre et lui casser la colonne. C'est exactement ce qui se passe dans ce jeu, et c'est chaque personne qui meurt au corps à corps qui a une animation comme ça. C'est ultra bien foutu et surtout ça réagit beaucoup mieux que dans le 1 où des fois quand par exemple vous désengagez une unité qui était au corps à corps contre une autre, le jeu avait un peu du mal, des fois ça faisait un truc bizarre, des fois ça buguait. Là il y a zéro bug, c'est méga fluide. Malheureusement je ne peux pas vous montrer les images des développeurs mais ils nous ont montré directement en gris, vous savez quand il y a les personnages en polygone, en gris sans forcément les skins. Et ils nous ont montré comment ils ont fait les animations, etc. de cassage de bras, de cassage de colonnes, quand il arrache un membre, etc. Le Space Marine, par exemple, ou quand le Space Marine se fait écraser par une boîte qui tue. Ils nous ont montré tout ça en détail, et je peux vous assurer qu'ils ont fait un excellent taf, et ça se voit que c'est bien foutu. Ils ont vraiment assuré là derrière. En plus de ça, le pathfinding est excellent, donc c'est la manière dont les unités vont interagir entre elles. Ça c'est cool, parce que dans les anciens Dawn of War, c'était un peu souffrant des fois. Les hitbox s'entrechoquent. Ça souffrait même beaucoup et dans les ça premiers aussi, c'est quelque chose qui a été reproché parce que du coup, beaucoup de gens ont dit ouais, trop bien le corps à corps, mais par contre, les tirs à distance ont l'air très médiocres. Et ben, on va en parler un peu plus tard, vous allez comprendre. Beaucoup pensaient que l'animation et surtout les attaques à distance faisaient comme Dawn of War 3. Je peux comprendre pour une raison. Vous avez l'impression, quand vous regardez les trailers, que certaines unités, par exemple, vont toujours toucher leur cible. Mais je maintiens que dans dans Dawn of War 1 et Dawn of War 2, je trouvais que les armées, surtout dans Dawn of War 1, manquaient trop leur cible. Ouais. Les Space Marines sont censés être surentraînés, ils devraient toucher très souvent. C'est au logique. moins un bon Et des fois, 80-85% du temps. Vraiment comme des Stormtroopers, et ça me donnait un peu la gerbe. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du lore, ça colle pas. Les Space Marines, je veux bien que, justement, eux, ils soient ultra précis. La garde impériale, je peux comprendre. D'ailleurs, un autre truc qui a été reproché à la garde impériale, je vous mets un screen à ce moment-là. Vous voyez l'armée impériale en train de tirer. C'est vrai qu'ils tirent comme... Eh bien, ils tirent pas des fusils laser. Enfin, ils n'utilisent pas des fusils laser. Là, ils utilisent des fusils standards. Mais je pense que c'est pour l'instant simplement là. Surtout que dans 40K, il n'y a pas que les lasguns. Fait l'animation des balles. Je le répète, c'est une pré-alpha. Donc on verra si ça s'améliorera. Et il y a de on l'a vu dans Dark Tide notamment, qu'il n'y a pas que les lasguns. Vraiment être au courant du lore. Et pour ceux qui ne et savent dans pas, Rock Trader aussi. Ça, ils jouent constamment dans les locaux. Ils nous ont montré leurs armées. Chacun des développeurs a une armée. Je ne sais pas juste si on se rend compte de ça, mais ils nous ont montré leur plateau de jeu et le fait qu'ils utilisaient des décors qui coûtent une blinde que je connais, qui ne viennent pas de Game Workshop. Ils utilisaient des décors de Warhammer, de figurines venant d'une sous-société qui n'a aucune affiliation avec Warhammer. Ah bah c'est des nerds originels, ça. Ils ont des décors stylés de cet univers.
c'est des nerds et des fans de Warhammer. C'est les nerds originaux, ça, je reconnais. Jeu Warhammer. Et ça, je le maintiens. Je pense en toute sincérité qu'ils ont voulu faire, comme ils nous l'ont dit, un jeu qu'ils auraient voulu voir. Ils n'ont pas dit un jeu mieux que Dawn of War 3 parce qu'ils peuvent pas le faire. Mais c'était sous-entendu. Et je le pense vraiment. Il y a une chose par contre que je trouve qui a un excellent retour et qui n'est pas un reproche mais plutôt une solution. Quelqu'un a parlé du fait que justement les combats à distance avaient un peu du mal et pour régler ce problème ça pourrait se faire très simplement. Par exemple dans Dawn of War 2, entre les tirs ou les volées, même lorsqu'elles sont dites verrouillées sur un ennemi, les unités regarderont autour d'elles, donneront des ordres, ajusteront leur position ou leur ceinture de munitions, débloqueront leurs armes ou Oui, mais ça, c'est de l'ordre du détail. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. C'est que dans une pré-alpha ou une ou se alpha, baisseront visuellement pour éviter les d'abord, tirs tu entrants. gères Ils la peuvent masse prendre au hasard de différentes détails. postures, Tu ne comme gères se pas préparer ou s'accroupir pour tirer. les détails Qui- de précision. Tu gères Toutes la les masse. effets visuels déclenchés de manière purement aléatoire pour rendre les tirs plus réalistes. Je suis presque sûr que le jeu lance simplement un dé et joue une animation aléatoire entre les volets. Ça rajoute un petit côté un peu plus comme le jeu de plateau Ça aussi, rend plus si on vivant. veut, un peu plus de bac à sable si on veut. Et ça je peux comprendre, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui sera probablement amélioré Bah avec oui, les retours du jeu. Complètement. Pourquoi ? Car encore une fois, c'est une pré-alpha. Ça, c'est de l'ordre du La plupart détail. C'est des unités, là, finitions. vraiment C'est le début de ce qu'ils vont faire. tu fais Je pas la pense peinture qu'ils quand vont t'as pas réellement quand t'as pas mis les améliorer tout murs. ça Si tu parce veux. qu'ils ont C'est vraiment logique. le temps. Le jeu sort en 2026 et je pense même qu'il risque de sortir fin 2026. Oui, ce serait Je logique. l'espère pas, mais je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il nous sorte un jeu qui est totalement bâclé. Qui te mettent, Hyper qui même à ce important. qu'ils fassent une phase Beaucoup de gens bêta reprochaient aussi le fait que ouverte certaines unités où qui tu as utilisent accès armes à n'avaient pas de X recul. batailles avec Pour juste les Space 4 armées de Marines, base. c'est compréhensible, Pas des mais pour campagnes, les mais juste autres, des- ça ne l'est pas. Et Des ça, je missions suis de base. d'accord. Enfin, des Un autre truc escarmouches. qui a été reproché, c'est les formations de ces IA, donc des unités, qui est un peu trop efficace, dans le sens c'est trop carré. C'est pas comme Dawn of War 1 par exemple, ou Dawn of War 2, où les unités vont un petit peu s'espacer, être pas exactement en formation. Pour les Space Marines, encore une fois, ça c'est totalement normal, pour la garde impériale aussi, mais la garde impériale, quand ils se faisaient tirer dessus par exemple, ils s'écartaient un petit peu, ils pataugeaient un petit peu à côté parce qu'ils savaient pas trop comment réagir, parce que certains avaient peur. Et en plus de ça, dans le Dawn of War 1, si par exemple un gars perdait son moral au sein d'une unité, s'il y avait un commissaire dans cette unité, le commissaire allait vers lui et lui mettait une balle dans la Ouais. tête. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est trop stylé. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître justement tout con, mais c'est pas trop difficile à implémenter, surtout qu'ils ont fait un taf de malade en animation, donc je pense qu'ils pourraient le faire. Il y a un autre exemple qui a été donné, précisément avec une stat intéressante, dans Dawn of War 2, ce qui a été utilisé pour tirer sur les ennemis, c'était des sortes de volets. En gros, une unité allait attaquer par exemple des orques, les Space Marines attaquaient des orques, et 1 à 10% des balles finissaient par toucher les cibles, et les tuer si elles faisaient assez de dégâts. Ça, je suis d'accord que ça peut coller, mais en fonction de l'unité, ça peut être un peu complexe, parce que certaines personnes diront que c'est pas trop lore-friendly, et que ça ne respecte pas l'histoire du jeu. Alors, Mais un des concepts aussi qu'il faut comprendre. Le lore, c'est bien, mais si tu essayes de tout faire selon le lore dans un jeu, ça ne marche pas. À moins que ton lore soit né avec les règles de ton jeu, tu ne peux pas transmettre un lore et le mettre dans un jeu vidéo de manière pure. Ça ne peut pas, ça n'existe pas. Le lore de Warhammer 40K, il est né avec le jeu de figurines et il a évolué avec le jeu de figurines. Mais quand tu transmets ce lore au sein, et encore, des fois tu regardes le lore des jeux de figurines, t'es là, t'es en mode oh, c'est compliqué. Notamment au niveau de certains artefacts et de certains armements, t'es en mode ah, ça marche pas comme je le pensais. Un exemple très simple, c'est l'oblitérateur empathique de Trazyn, qui, quand il touche quelqu'un, est censé détruire toute personne reliée à cette personne. Au niveau synaptique, c'est censé genre détruire des centaines d'unités d'un coup, si tu veux, tellement le machin est censé être surpuissant, enfin c'est débile. Heureusement que Trazyn ne l'utilise pas tout le temps. Mais c'est ça l'idée, d'ailleurs, dans l'Infini et le Divin, qu'on a ici. L'Infini et le Divin, quand Trazyn utilise son oblitérateur empathique, il one-shot 30 orques d'un coup. Mais c'est du lore. Tu peux pas transmettre ça dans le jeu, t'imagines ? T'as un Trazyn qui arrive sur la map, qui met un coup, et t'as toute une escouade de Marines, plus les deux escouades qui sont à 5 pas l'une de l'autre, qui meurent. C'est tendu, hein. C'est tendu en termes de règles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeu est une adaptation. Les gens qui sont en ça représente pas le lore, ta mère, ton exomère, ton immense mère, elle devrait te réapprendre ce que c'est que le concept de compréhension, si tu veux. Un putain de jeu est une adaptation.
tu dois travailler le système de manière à ce qu'il adapte le lore, pas au mieux, pas au plus proche, mais en fonction de ce que tu peux. Et ça, je peux en parler, parce que moi, je sais ce que c'est que de créer un jeu entier, complet, alors pas un jeu vidéo, mais un jeu de rôle entier, avec tout un système de règles et tout machin, et un lore. Et il y a certaines choses, tu ne peux pas les travailler comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas dire, lol, je vais prendre ce concept-là et l'adapter fidèlement. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues et ton jeu ne sera pas bon. Une adaptation, une bonne adaptation, c'est une adaptation qui a compris qu'est-ce qui doit être gardé et qu'est-ce qui n'a pas besoin de l'être. Ça, c'est une bonne adaptation, c'est un bon jeu vidéo. Un bon jeu de rôle ou un bon jeu de plateau, peu importe. Mais quand tu dois travailler un lore qui est une histoire qui est malléable à 100%, qui est ultra facile à manier, et que tu dois lui donner une forme physique, que ce soit via un jeu vidéo, donc des pixels, ou un jeu de rôle, donc des règles qui influent le système de jeu, alors tu ne peux pas tout garder, ça n'est pas possible. Parce que forcément, ce n'est pas la même matière que tu travailles. Quand tu travailles en écriture, tu ne travailles pas la même matière que quand tu travailles un jeu vidéo. Et quand tu essayes justement de faire que les deux se rencontrent pour créer un amalgame qu'on appelle une adaptation, bah tu es obligé de faire ce qu'on appelle des compromis. Or, aujourd'hui, je pense que les gens, quand tu leur dis de faire un compromis, ils se chient dessus et ils sont en train de dire que tu es un homme méchant. Parce que le mot compromis, aujourd'hui, il fait peur. Et je pense que c'est principalement pour ça que les gens se plaignent. Ils vont faire des compromis sur le lore. Oui, ils sont obligés. Ils sont obligés. C'est obligatoire. Dans la logique, et je vais donner un exemple très con, au vu de la quantité dans le lore, si tu prends vraiment le lore à 100%, jamais les Space Marines ne devraient être une faction jouable. Voilà. Simple. Parce que aux yeux de l'Imperium, qui ont des millions, je crois qu'ils ont un million de mondes, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais ils ont une quantité de mondes astronomique. Quand on divise le nombre de mondes par le nombre de Space Marines maximum qu'on connaît dans le lore, et encore on n'a pas les chiffres exacts parce que Warhammer, Game Workshop est assez flou de ce côté-là, il y aurait entre 1 à 2 Space Marines maximum par planète. C'est-à-dire que quand tu y réfléchis bien, tu as 0,02% peut-être de chance de tomber sur un Space Marines dans l'entièreté des conflits qui sont en train de foutre le bordel dans l'univers. D'où à quel moment, à moins que tu aies une flotte Space Marines qui se balade, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont jouables, hein, c'est pour ça que voilà, mais sinon, si tu y mettais logiquement, tu devrais avoir que l'Astra Militarum la plupart du temps. Dans Dawn of War Winter Assault, ils avaient bien fait ça. Tu as l'Astra Militarum, et à un moment, tu dois aider des Space Marines qui sont là, ils sont peu nombreux, ils sont très très peu, et toi, tu es là avec tes centaines de gardes à essayer de les aider. Mais tu as très peu de Space Marines qui sont sur la map, dans la campagne, dans l'histoire. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est important. Par conséquent, tu ne peux pas travailler un lore aussi aisément dans un jeu vidéo. Ça n'est pas facile, ça n'est pas simple, c'est un exercice complexe et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai développé mon propre jeu, j'ai développé un lore que j'ai moi-même créé et croyez-moi, entre des trucs de lore qui sont incroyablement stylés que j'ai envie de mettre en place et que quand tu te rends compte dans les règles comment les mettre en place, tu te rends compte qu'il faut peut-être nerfer des fois ton lore. Parce que tu peux pas travailler les deux de la même manière, ça n'est pas possible. Parce que c'est pas les mêmes matières. Voilà. En même temps, il faut faire des sacrifices pour que ça rende un peu plus réaliste et surtout que ça nous permette de plonger plus dans la bataille. Et ça, c'est le plus important. Donc je pense que cette statistique de 1 à 10% des balles qui touchent la cible, c'est honnêtement pas si mal. Et ça, c'est un bon retour que j'ai vu, que je voulais vous partager. C'est de l'adaptation. Autre information, beaucoup de gens ont reproché que les Orc Boys recevaient beaucoup de balles sur eux et survivaient. Et comme quoi, c'était ridicule. Mais je le répète, encore une fois, même dans l'histoire du jeu de Warhammer 40 000, dans le lore, les orques sont ultra résistants. Vraiment. Et de deux, dans le lore, les orques sont hyper nombreux. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre dans le lore de rentrer. T'as 500 orques contre 3 Space Marines. Évidemment, quand les Space Marines y tirent, ça va écrémer les rangs. Mais derrière, t'as toujours la menace en termes d'écriture qui est toujours là, c'est-à-dire la menace du nombre. Quand t'as les Space Marines qui affrontent des Eldar, les Eldar ils vont esquiver les tirs, ils vont faire ultra attention, se cacher, ils vont jouer sur une côté plus tactique. Là dans le jeu, si tu faisais des escouades de 500 boys par 500 boys, le jeu il meurt, le jeu il explose, il tient pas, il y a aucune config sur le PC qui tient. C'est ça aussi, c'est normal, c'est une adaptation.
Ils peuvent encaisser plusieurs balles et rester debout. Ils sont réputés pour être ultra résistants. D'autant qu'ils sont très résistants de bien base. plus épaisse qu'un humain, sachez-le. Et en plus, ils sont bien plus musclés. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui ont reproché le fait, comme je l'ai dit avant, que la plupart des tirs touchaient tout le temps leur cible. Mais ça dépend aussi des unités. Par exemple, les tanks qu'on voit dans le gameplay, ou même moi quand j'ai pu tester, beaucoup des choses que j'ai pu voir étaient un petit peu plus aléatoires. Mais ça, c'était en fonction aussi des grosses unités qu'on utilisait. Il y en a très peu qui ont été montrés dans le trailer, mais sachez que par exemple le Gorka Note loupait parfois sa cible. C'est pas Des fois, étonnant. il tirait correctement et ça faisait très très mal, mais quand il loupait, c'était cool, c'était marrant. Ben et oui, ça, c'est aussi quelque complètement. chose d'important. On n'a pas vu toutes les maps, on n'a pas pu tout tester. J'ai pu, comme je le rappelle, tester une seule map. Je le répète, non, c'est pas un putain de mensonge, bordel. Je vais pas vous sortir le contrat. Et c'est triste que des gens ne pensent pas que je sois sincère quand j'ai dit que j'ai testé le jeu, mais c'est comme ça. Voilà, De ce sachez-le. côté-là, Brush, je ne sais pas comment tu t'appelles ou quoi que ce soit, mais je vais t'appeler Brush comme c'est le nom de ta chaîne. Je pense surtout que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un contrat réellement. Je pense que les gens n'ont pas conscience. Parce que pour eux, c'est un contrat de travail, tu vois, c'est un contrat en mode lol, tiens, t'as ton contrat de travail, tu gagnes tant à l'année, et puis voilà, tu gagnes tant par mois. Mais c'est pas ça un contrat comme lui a signé. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des clauses, il y a des règles, il y a des spécificités. C'est pas le même style de contrat. Dans la logique, c'est le même style parce qu'il inclut des règles et des règles de tu gagnes tant, tu dois faire ça, machin, etc. et tout, et tout, et tout. Après, je sais pas le contrat qu'il a eu et voilà, mais je vois l'idée. Mais je pense que surtout, les gens parlent de choses qu'ils ne comprennent pas. Vous ne connaissez pas et vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un contrat, un vrai contrat. Pas un contrat de travail en mode tiens, tu gagnes tant et tu dois faire tel boulot. Non, 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 non. Un vrai gros contrat. Le contrat qui te met des règles, des spécificités, des nécessités, des obligations. Comme moi, j'ai eu l'obligation de dire que je n'ai pas le droit d'aller dans une autre école que celle dans laquelle je suis. À moins de quitter l'école et de tout perdre. Hein? Voilà, moi j'ai mis 18 500 € dans mon école. Si je la quitte, je ne le regagne pas parce que c'est marqué dans le contrat que si je quitte l'école ou que je vais dans une autre école et que ça se sait, je perds les 18 500 € et je n'ai plus le droit d'aller chez eux. C'est-à-dire que basiquement, j'ai engagé mon argent pour rien. Ça, c'est un contrat qui t'implique à un autre niveau. C'est important de le comprendre. C'est crucial. Le jeu est excellent, je suis super content d'avoir pu le Ça tester. se- j'ai regardez sa adoré bouille. tout ça. Ça Et se je voit suis que le triste mec, que il les est gens voient content. autant le négatif. Ça Je se sais que c'est voit pas le cas qu'il de est tout le monde, touché. je pense qu'on est d'accord. Mais je trouve ça bête que le jeu ne soit pas encore sorti et que vous écoutez toutes les On n'est pas vidéos en train de YouTube regarder qui Pierre chient Chabrier qui est sur en le train jeu, d'expliquer tous les que la posts vie, qui c'est de la chient sur le merde. jeu, c'est Merde, fait quoi. pour du clic. Et ça peut paraître bête. Non mais putain, mais au secours. Les pubs de merde, hein, au secours. Hein. Je pense qu'un jour je me choperai un adblock. Pour farmer la négativité, parce que la négativité marche beaucoup mieux. Oui. Si j'avais mis ma vidéo d'ailleurs sur Dawn of War, le test que j'ai fait, eh ben la vidéo marche extrêmement bien. Ça vous a beaucoup plu, il y a aucun doute. Mais si j'avais mis que le jeu était nul à chier, la vidéo aurait fait 3 fois plus de vues. Eh Je oui. sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une statistique qui existe sur ma chaîne. J'ai déjà fait des tests en mettant un titre négatif, ça fait beaucoup plus de vues. Oui, La négativité parce que marche ça beaucoup plus attire sur l'œil. Internet. N'oubliez pas ça. La plupart des youtubeurs, notre travail, c'est justement de faire des vidéos et que vous À savoir une chose, le concept qui existe très très fort sur internet aujourd'hui, c'est le concept de l'accident de voiture. C'est, t'es en train de conduire, tu vois qu'il y a un accident sur le côté, instinctivement, la curiosité macabre, tu vas regarder. C'est instinctif. C'est normal, c'est instinctif, c'est un état de prévention. Sauf qu'aujourd'hui, dans internet, quand quelqu'un met un titre en mode attention, ça c'est mal, bah t'as envie d'aller voir parce que t'as envie de te prévenir, t'as envie d'avoir une certaine prévention sur ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça a perdu son côté instinctif, c'était devenu plus un plaisir plutôt qu'un instinct. Et ça, c'est dommage. cliquez dessus. Si vous cliquez et que vous regardez une vidéo ultra négative, dites-vous qu'il y a très probablement quelqu'un qui profite du fait que vous regardez une vidéo négative. C'est ça. Souvent la personne qui a fait cette vidéo. Je sais que ça peut paraître bête, mais si vous encouragez que vous regardez du contenu comme ça, même si vous commentez négativement sa vidéo pour dire qu'il dit n'importe quoi, vous le soutenez, vous mettez en avant sa vidéo. Et oui, Le meilleur moyen, littéralement, de supprimer et surtout de ne pas réussir à faire que ces mouvements, ces rumeurs deviennent réels et cette négativité devient presque réelle au point que tout le monde en parle, alors que, je le répète, c'est faux, eh bien c'est de ne pas regarder, de ne pas commenter, de ne pas Voilà. L'ignorance est l'arme la plus puissante contre quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ignorez le problème, vous passez à autre chose.
Si vous ignorez le truc, il ne peut pas avoir de puissance. Vous ignorez quelque chose. Là, par exemple, une vidéo, quelqu'un qui dit « Oui, tel youtubeur, c'est de la merde ». Si personne ne la regarde, elle n'a aucune puissance. Elle n'a rien. Et ça marche pour tout, même dans le monde réel, hein, pas que sur Internet. Hein. C'est en mode, t'as quelqu'un qui te déteste dans la rue tous les jours, tu passes à côté de lui, personne fera gaffe. Tu fais pas gaffe à lui, les gens se rendent compte que la personne ciblée s'en a rien à foutre, bah ça disparaîtra. L'ignorance, c'est l'arme la plus puissante pour les viewers sur Internet. Vous voulez ignorer quelqu'un, cette personne va être détruite par l'ignorance. Sa vidéo n'existera pas. Elle aura beau être là, si elle n'est pas regardée, il n'existe pas aux yeux d'Internet, par conséquent, il n'est pas regardé. C'est un concept aussi simple que ça. L'ignorance, c'est la plus grande puissance que vous avez sur Internet pour arrêter quelque chose. La question, c'est est-ce que vous avez envie que ça s'arrête ? Interagir. Interagissez avec du contenu que vous aimez, et surtout des chaînes auxquelles vous tenez. C'est pour ça que, simplement, mes vidéos, j'essaie vraiment de faire le plus positif possible, parce que j'adore ça. J'adore rigoler, j'adore faire le con, et j'adore cette passion que sont les jeux vidéo. Et putain, je suis juste content de vivre dans une période, parce que j'aurais pu ne pas naître durant la pour moi, période pour Broche, c'est un hyper Mes GG. grands-parents n'ont pas connu ça, mes arrière-grands-parents C'est un non gros plus. GG, mec. Donc je suis trop content d'être là. Le dans mec cette a pas période. FF15, Voilà. C'est tout ce que GG je à voulais lui. dire. J'aime bien finir encore une fois sur des notes positives à la fin, vous le savez, c'est quelque chose de très important pour moi, de rester positif. Et voilà. Si vous êtes encore là sur cette vidéo, écrivez F les dramas en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 50% comme vous le savez à regarder cette chaîne sans être abonné. Bah, sincèrement, 50 000, likez, on a commentez, discuté de voilà, le beaucoup de rythme. choses, Et si vous vraiment, voulez me vraiment. soutenir Ça, financièrement enfin, sans que j'ai ça vous monologué coûte comme un cher, connard. même avec une réduction, je vous invite à checker Oli Energy, le plus vieux partenaire de la chaîne, dans la description, ainsi que le commentaire. Ça, pour le coup, c'est Oli. Donc, ça, je pense que tout le monde connaît, tout le monde est au courant. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Et il y a un concept à l'intérieur qui, pour moi, est ultra important, qui est ultra crucial, en fait, qui est ultra important. La création de jeux. Pour ma part, je vais en parler vite fait, hein, pour dire pourquoi je peux me permettre de parler de ça et pourquoi il y a certains trucs que je ne peux pas me permettre. Genre, qualité graphique. Je peux en parler parce que c'est quelque chose aujourd'hui que je comprends et que je connais. Je vois comment ça fonctionne, je vois comment ça marche, etc. Voilà. Qualité de développement, c'est-à-dire des lignes de code, ça je peux pas. Je ne sais pas comment coder un jeu. Je ne sais pas comment ça se code. Je n'ai aucune idée de comment ça marche. Par conséquent, je peux pas dire « Oh, le code c'est de la merde !» Non, ça ne marche pas, je peux pas. Mais par contre, en termes de création de concept de jeu, je sais de quoi je parle. Je le sais parce que ça fait 15... Pas loin de... Putain, ça fait ça fait quasiment 12 ans que je travaille sur mon jeu de rôle. Au secours. 12 ans et il est toujours pas sorti. GG, mec. Non, mais au-delà de ça. 12 ans que je travaille sur mon jeu. Je sais ce que c'est que de développer un lore. Je sais ce que c'est que de devoir l'adapter. Je sais ce que c'est que de devoir regarder des joueurs te dire ton jeu c'est de la merde. Des gens qui viennent te voir et te disent je comprends pas l'intérêt de ton jeu. Je sais ce que c'est, je l'ai pris en pleine gueule, j'ai fait des conventions où t'arrives, tu présentes ton jeu de rôle, les mecs te regardent en mode ça vaut pas le coup. Tu te le prends en pleine gueule, ça c'est super dur. Là pour les développeurs, ça doit être ultra violent ce qui se mange dans la gueule. Et c'est pas que ça doit être, c'est ultra violent. Et tu dois faire un effort sur toi-même qui est monastique. Faut être un moine Shaolin dans ta tête pour être en mode allez, c'est pas grave. Essaye de comprendre ce que le mec a essayé de dire. Peut-être qu'il n'a pas que ça en tête. Peut-être qu'il essaye de te donner un avis. Faut essayer de tourner ça dans tous les sens. Et je vous jure, des fois, ça rend fou. Ça rend fou, ça transforme la tête. C'est terrible. Mais, man up. Never give up, tu vois. C'est, y a pas de problème. T'as une idée, tu vas essayer de l'amener jusqu'au bout. Et bonne chance à toi. Et franchement, c'est un des trucs sur lequel je dis GG à Brush. Parce que mec, t'as réussi à développer une chaîne, t'as réussi à te faire appeler par les mecs qui font le jeu, hein. Et moi je jalouse très fort. Mais GG à toi, immense GG en fait. Mais au-delà de ça, le jeu, la création de jeu, je sais ce que c'est. Je veux dire, la carte que vous voyez là ici, c'est moi qui l'ai entièrement fait sur un système de création de cartes. C'est la carte de mon jeu de rôle. Bon, je vais pas la détacher du mur, sinon je peux plus la recoller, donc au secours. Mais je sais de quoi je parle quand je vous dis qu'un jeu à créer, c'est dur as fuck. Je suis passé par tellement de versions de mon jeu de rôle aujourd'hui que ça en est débile. Quand tu regardes les premières, t'es en mode putain, mais le jeu il était pas fini. Tu te disais que c'est une version incroyable alors que le jeu il y avait des trous dans le scénar, il y avait des trous dans le jeu, c'était délirant. À l'aide, le jeu il
Au secours. C'était terrible. Moi, ça me fait rire quand je les re-regarde. Mais j'ai passé des phases où t'as des joueurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Ah, ça, ce serait à améliorer. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est truc. » Des gens qui ont essayé de m'aider à m'améliorer. De l'autre côté, j'ai eu des gens qui ont dit « Ton jeu, c'est de la merde. Je vois pas pourquoi t'essayes de le faire. Tu devrais arrêter. » Franchement, des mecs qui pensaient mieux savoir, qui n'avaient jamais rien créé de leur vie. À part un personnage sur un D&D ou un truc genre qui disait « Ouais, mais moi, j'ai fait un personnage sur D&D. » Oui, mais connard, c'est pas la même chose créer un personnage sur D&D que de créer un jeu tout entier. C'est pas le même monde. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont trop l'habitude d'avoir joué à des jeux vidéo, mais qui ne savent pas ce que c'est que créer, qui ne savent pas ce que c'est que fabriquer. C'est-à-dire partir de rien et de lui donner une forme. Ou partir d'un univers connu, là comme par exemple dans Dawn of War, donc l'univers Warhammer, et de lui donner une forme physique. Je vous jure, c'est un exercice d'une difficulté qui est ouf. Ça rend fou. Moi, ça m'est déjà arrivé pour juste mon jeu de rôle, en prenant cet exemple-là, parce que c'est le seul exemple que je peux donner de création de jeu. Mon jeu de rôle, ça m'est déjà arrivé pendant des semaines entières, je crois que c'était pendant 2 semaines entières, quasiment en total, de me péter le crâne pour savoir comment je voulais que mon système d'armure, donc de protection dans le jeu, fonctionne. Juste ça, un des problèmes dans le jeu que j'ai eu. Et quand je l'ai réglé, il m'a fallu régler tout le système d'armement du jeu. C'est à devenir dingue. Je vous jure, c'est terrible. Et c'est très dur de faire ça. C'est pour ça que l'adaptation d'un jeu, aujourd'hui, les gens, ils parlent sans comprendre. Ils parlent parce qu'ils ne savent pas. Parce que justement, ce sont des gens qui ont des rêves et des idées, mais qui n'ont jamais eu la force de les accomplir ou de les réaliser. C'est terrible à dire, et là, ce que je vais dire va être très putassier, très violent. Les gens qui parlent sur Internet sont des gens qui ont des rêves morts. Ce sont des gens qui ont des rêves qui sont morts-nés. Ce sont des gens qui ont envie que des réalisations arrivent, qui ont envie de s'extirper de certaines choses, mais qui n'ont pas réussi, alors qu'ils l'ont en eux cette force, mais qui n'ont pas réussi à trouver cette force de devenir plus que simplement quelqu'un qui rêve. Ce sont des gens qui ont besoin de sortir de cette bulle pour essayer de... Ce sont des gens qui ont eux-mêmes décidé de s'autodétruire dans leur propre logique. Ce sont des gens qui ont ce que j'appelle une logique consanguine. Une logique qui ne se reproduit qu'avec elle-même. Et ça donne ça. Ça donne des gens qui n'ont pas conscience, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ont lu 2-3 trucs sur un forum et qui sont sur Reddit, c'est-à-dire le pire truc pour être sur Internet, ou X, anciennement Twitter. Ce sont des gens qui sont consanguins dans leur manière de penser. Ce sont des gens qui se sont reproduits avec eux-mêmes, dans leur propre manière de penser, et qui n'ont pas confronté leur manière de penser avec d'autres. Et ça donne des gens qui pensent savoir. Ce sont des gens qui disent « moi je sais ». Quelqu'un qui dit « moi je sais », c'est compliqué. Tu vois, moi je dis, moi je sais ce que c'est que de développer un jeu, parce que j'ai développé un jeu entièrement en confrontant à des centaines de personnes. J'ai confronté mon jeu à quoi 100, 200 personnes peut-être. Et c'est rien, c'est minuscule aux yeux du nombre de gens qui peuvent jouer au jeu. Faut bien prendre ça en compte. Prenez mon avis pour ce qu'il est, mais pas pour une vérité. Prenez-le pour un avis à écouter et à confronter avec d'autres avis, d'autres idées, mais des avis de gens qui ont des arguments, des logiques, pas des gens qui disent « moi je sais parce que ». S'ils s'arrêtent à parce que, ça sert à rien de prendre la vie en compte. Faut qu'il y ait des logiques, faut qu'il y ait des faits, faut qu'il y ait des notions de travail, faut qu'il y ait des gens qui peuvent t'expliquer. En fait, moi aujourd'hui, je peux t'expliquer pourquoi tel ou tel concept dans mon jeu existe. Je peux. C'est pas un problème. Je peux t'expliquer pourquoi mon système d'armure aujourd'hui est réglé de cette manière-là ou pas. Et c'est important de le comprendre. C'est important de se dire qu'aujourd'hui, avant de parler d'un jeu, vous devez avoir soit créé votre jeu vous-même, soit avoir étudié comment un jeu se crée. Et c'est généralement les gens qui ont étudié ou qui ont créé des jeux qui justement ne commentent pas une alpha. Ils commentent pas une alpha. Ils disent « Ok, j'ai hâte de voir ce que c'est », mais ils ne commentent pas en mode « Je sais ce qui se passe ». Non, parce qu'ils n'ont vu qu'un travail en cours. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a eu la phase bêta et alpha de mon propre jeu, c'est pas des phases où quelqu'un peut venir me dire « Moi je sais ce qui se passe dans ton jeu ». Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. À moins que ce soit un développeur de jeu qui vient et qui dise « J'ai déjà eu ce passage-là », mais tu ne peux pas. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Du coup, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. Putain, c'était long. 1h34, à l'aide, hein. Je vous fais des bisous tout le monde.
à la prochaine, hein, ça va aller dans la série monologue. Et encore une fois, gros GG à Brush. Brush, hein, c'est ça? Oui, Brush. Brush. Oui. Mon cerveau a déjà... Au secours, j'ai déjà commencé à... Brush Crush, j'allais l'appeler, mais non, c'est pas ça. Bref, gros GG à toi, Brush, et à ton équipe, hein, parce que ça a l'air vraiment d'être du boulot vachement sympa que vous faites. Donc moi, je vais voir, parce que je vous ai découvert avec justement la vidéo où tu présentais Dawn of War 4. Et des gros bisous. Peignez votre pile de la honte. L'Adeptus Plasticus, oui, mais pas pendant trop longtemps. Et puis, salut tout le monde.